Il existe des décisions qui ne naissent pas de l'abondance, mais de l'épuisement. Des choix que l'on fait précisément lorsque l'on n'a plus rien à offrir, sauf une dernière étincelle d'espérance. C'est dans cet état que se trouvait Mara Henderson le jour où elle aperçut, attachée devant la boucherie de Cedar Ridge, deux ânes exténués, l'air résigné, comme à la veille d'un destin déjà scellé. Elle comprit aussitôt que ces dernières économies, qu'elle avait pourtant réservées pour affronter l'hiver, allaient changer de destination. Non pas pour la survie de son propre corps, mais pour sauver deux vies que personne ne voulait plus défendre. Cette journée-là, elle était descendue en ville pour acheter des provisions, farine, sel, bougies, quelques outils. L'essentiel pour survivre à la rudesse des montagnes du Colorado. Mais au lieu de ressortir avec ses sacs bien remplis, elle se retrouva à marcher sur la rue principale, tenant dans ses mains les cordes de deux bêtes fatiguées, condamnées quelques heures plus tôt. Les habitants la regardaient passer en secouant la tête, partagée entre la moquerie et l'incrédulité. À leurs yeux, elle venait de gaspiller la totalité de son argent en sauvant deux animaux voués à l'abattoir. L'ancienne a perdu la raison, murmurait-il. Pourtant, Mara savait des choses que ces gens ne comprenaient pas. Elle avait appris, au fil des années et des épreuves, que parfois la vie offre une seconde chance déguisée en responsabilité. Et ce jour-là, c'était sous la forme de deux ânes misérables qu'elle la recevait. Elle ignorait encore que ses compagnons inattendus lui enseigneraient mieux que n'importe quel sermon, mieux que la solitude qu'elle portait comme une couverture les vérités profondes de la loyauté, du courage et du besoin primal de ne plus vivre seule. Le soleil déclinait lorsque Mara quitta Cedar Ridge avec les deux animaux trottant derrière elle. La poussière soulevée par ses bottes s'élevait en minces nuages qui dansaient dans la chaleur de l'après-midi. Plus elle s'éloignait de la rue principale, plus les sons familiers de la petite ville de frontière s'effaçaient, le fracas des roues de chariot, les cris des marchands, les coups réguliers du marteau sur l'enclume. Tout cela se dissipa peu à peu derrière elle, comme si un rideau se refermait. Devant, s'étendait la longue piste sinueuse qui menait à son refuge, un vieux chalet de bois isolé, perdu dans les hauteurs, qu'elle habitait seule depuis 5 longues années. Le premier âne, un mâle grisonnant au museau, avançait avec une lenteur résignée, mais avec une noblesse intacte. Ses yeux racontaient une vie trop pleine de labeur, trop pauvre de douceur. Mara, instinctivement, commença à l'appeler Jack. Il y avait dans la gravité de son regard quelque chose qui lui rappelait Thomas, son mari disparu, sa patience, sa force tranquille, son silence profond. La femelle, plus jeune, marchait nerveusement, portant un ventre déjà arrondi. Elle se retournait sans cesse vers la ville, comme si elle espérait qu'on vienne mettre fin à cette étrange aventure. Ses yeux bruns, grands et inquiets, brillaient comme une petite pièce de cuivre. Penny, murmura Mara, trouvant son nom aussi naturellement qu'elle aurait ramassé un objet tombé au sol. Allez, mes belles, souffla-t-elle en leur adressant les premiers mots qu'elle prononçait à voix haute depuis des semaines. Il n'y a plus rien là-bas pour aucun d'entre nous. Le chemin prit rapidement de l'altitude, serpentant entre les chênes rabougris et les pins élancés. Il longeait un ruisseau limpide, dont le murmure apaisant montait jusqu'à eux, comme une invitation à laisser derrière soi la poussière de la vallée. Les mains calleuses de Mara tenaient les cordes avec l'aisance d'une femme qui avait passé plus de 20 ans à parcourir ces montagnes. Son corps, usé mais solide, retrouvait naturellement le rythme familier de la marche en terrain escarpé. Elle avait gravi ce sentier des centaines de fois, d'abord jeune épouse, pleine de projets et de rêves, marchant aux côtés de Thomas lorsqu'ils avaient décidé de bâtir une vie loin du monde, puis femme brisée, avançant seule après que la fièvre eut emporté l'homme qu'elle aimait. Autour de son cou, une petite croix en bois dansait au rythme de ses pas. Thomas l'avait sculptée pour elle durant leur premier hiver, lorsque le silence des montagnes et l'isolement avaient menacé de la faire sombrer. Pour les jours où ta foi vacillera, lui avait-il dit. Depuis, elle ne l'avait jamais quitté, même si ces derniers temps elle ressemblait davantage à un poids qu'à un réconfort. L'air se rafraîchit lorsqu'ils montèrent plus haut. Le sol se couvrit d'un tapis d'aiguilles de pin qui amortissait leurs pas et diffusait un parfum vif et résineux. Mara inspira profondément, l'odeur familière chassait la lourdeur du monde civilisé. Ici, l'univers reprenait son langage simple et brut. Ici, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Jake trébucha sur une pierre, et Mara posa doucement une main sur son encolure pour le stabiliser. Son pelage rêche témoignait de trop de privation. Les côtes saillaient trop nettement sous sa peau. Penny, elle, semblait un peu plus robuste grâce à la vie qu'elle portait, mais la même fatigue vive brillait dans son regard. « Et voilà, vous n'êtes pas bien reluisant, hein » souffla Mara. « Mais ça tombe bien. Moi non plus. » Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils atteignirent une petite clairière, à mi-chemin de la montée.
Mara s'y arrêta comme elle le faisait toujours, laissant Jake et Penny brouter l'herbe douce pendant qu'elle observait la vallée en contrebas. Cedar Ridge paraissait minuscule, un simple amas de bâtiments poussiéreux, presque irréel depuis cette hauteur. C'est là, 25 ans plus tôt, qu'elle avait rencontré Thomas, un jeune vétérinaire idéaliste venu s'installer dans le comté pour aider les fermiers. Ensemble, ils avaient bâti une existence modeste mais solide, un petit chalet, un jardin, des routines simples. Une vie sculptée de patience, de travail et d'amour. Puis la fièvre avait frappé. Et avec elle, un silence interminable. Les habitudes qui avaient autrefois donné un sens à leur journée devinrent des gestes mécaniques, vidés de leur cœur. Le jardin donnait trop pour une seule femme. La deuxième chambre restait close. Les conversations d'autrefois se transformèrent en pensées silencieuses, puis s'étiolèrent jusqu'à disparaître. Elle avait cessé d'aller en ville, cessé de répondre aux invitations, cessé de croire que demain pourrait être autre chose qu'une copie du jour précédent. Seule la petite croix en bois restait contre sa peau, témoin d'une foi qu'elle n'arrivait plus à sentir mais n'osait pas abandonner. En regardant Jake et Penny, une étrange question naquit en elle, pourquoi les avait-elle pris? Elle avait vu tant d'animaux destinés à la mort, sans jamais intervenir. Les lois de la montagne étaient dures et elle les acceptait. Alors pourquoi ces deux-là? Peut-être la dignité obstinée de Jake. Peut-être la fragilité de Penny, protégeant de son corps amaigri la promesse d'une vie nouvelle. Ou peut-être autre chose, un murmure au fond de son être, une impulsion qu'elle croyait éteinte, le désir de s'occuper de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Vieille folle, murmura-t-elle avec un demi-sourire, reprenant les mots que les habitants chuchotaient. Mais elle sentait en elle une petite braise imbue, une conviction, ou peut-être seulement la satisfaction de faire quelque chose qui avait encore un sens. Ils repartirent lorsque les premières ombres du soir s'étirèrent entre les arbres. La fin du sentier traversait une forêt profonde, où les pins anciens formaient des colonnes majestueuses qui filtraient la lumière dorée du crépuscule. L'appel lointain d'un faucon résonnait dans le silence, rappelant que les montagnes avaient leurs propres lois, leurs propres habitants, leur propre rythme. Enfin, le sentier déboucha sur la clairière où se trouvait le chalet. Invisible depuis la vallée, protégé par les reliefs environnants, il n'apparaissait qu'à ceux qui connaissaient son existence. Thomas l'avait choisi pour sa tranquillité et sa sécurité, une source y coulait toute l'année, le terrain permettait de cultiver un jardin, et l'espace suffisait pour quelques bêtes. En voyant la fumée qui s'échappait encore du toit, elle avait entretenu le feu avant de partir le matin même. Mara sentit monter en elle un mélange familier d'apaisement et de douleur. Le chalet était solide, réchauffé par la lumière du soir, fidèle compagnon des hivers interminables. Un refuge, une forteresse, un tombeau de souvenirs. Et peut-être, désormais, un début. Quelque chose dans l'air changea alors. Une sensation subtile, presque imperceptible, le pressentiment que la solitude qui avait accompagné chaque pas de ces dernières années ne resterait pas intacte. Jake leva la tête. Penny écarta les oreilles. Mara sentit son propre cœur répondre. Elle n'était plus seule. Et peut-être que cela, plus que tout le reste, marquait le véritable miracle de cette journée. Tout était exactement à sa place, immobile dans la mémoire du temps, comme si rien n'avait bougé depuis 5 longues années de retour solitaire. Rien n'avait changé, ni la clôture grise entourant la petite pâture derrière la cabane, ni l'herbe maigre qui y poussait avec obstination, ni l'abri simple qui offrait une protection minimale contre le vent des montagnes et les pluies froides. Jake et Penny restèrent silencieux, patientant derrière elle tandis qu'elle ouvrait le portail. Une odeur d'automne humide s'en échappa, familière, presque consolante. Cet abri avait autrefois appartenu à la vache laitière qu'elle et Thomas avaient gardée jadis, un vestige de leur ancienne vie à deux. Elle l'avait vendu après la mort de son mari, incapable d'entretenir seul un animal si exigeant. « Voici votre maison », murmura-t-elle aux deux ânes en les guidant à l'intérieur. Du moins, autant que possible. Ils avancèrent d'un pas incertain, humant l'air avec méfiance, testant du sabot le sol froid comme des étrangers qui n'osaient encore croire à la sécurité. Jake découvrit un petit carré de trèfle et s'y mit immédiatement à brouter avec un plaisir évident, la première marque de contentement que Mara observait chez lui. Penny demeura plus vigilante, la tête haute, les oreilles pointées vers le moindre bruit. Mais même elle finit par pencher l'encolure pour goûter à l'herbe trempée de rosée. Mara remplit le roche d'eau fraîche puis entreprit de vérifier la clôture. Les poteaux tenaient encore, solides malgré les années, mais le fil de fer, rouillé par endroits, exigerait des réparations avant l'arrivée de l'hiver. Une tâche de plus sur la longue liste de tout ce qu'elle aurait déjà dû préparer, au lieu de sauver deux animaux qu'elle n'avait pas les moyens de nourrir. Dans la cabane,
elle alluma les lampes à huile et ranima les braises dans la cheminée. Les gestes lents, répétés chaque soir depuis des années, formaient un rituel rassurant, vérifier la réserve de nourriture, planifier les repas du lendemain, lire les signes du ciel pour anticiper la météo. En temps normal, ces habitudes lui apportaient un semblant de stabilité, un rappel que la vie, malgré ses épreuves, suivait une routine paisible. Mais ce soir-là, elles ne firent que souligner la fragilité de sa situation. Son garde-manger contenait juste assez pour qu'une seule personne survive à un hiver rigoureux et encore, de justesse, un peu de farine, quelques sacs de haricots, de la viande séchée, des conserves achetées avec une prudence extrême durant les mois d'été. La cave abritait des pommes de terre, des oignons et les derniers légumes de son potager. De quoi subsister, si elle faisait attention, et si l'hiver ne s'éternisait pas. Mais nourrir 3 bouches au lieu d'une, offrir du foin à 2 ânes pendant des mois de neige, cela représentait une dépense qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. Les 50 cents qu'elle avait mis de côté lors de l'achat des bêtes suffiraient pour une semaine d'avoine à peine. Le foin le plus proche se trouvait à Cedar Ridge. Il lui faudrait au moins $10 pour passer la saison froide. Éreintée, Mara se laissa tomber dans le vieux fauteuil de Thomas, le petit crucifix en bois serré dans sa paume. Le silence de la cabane l'enveloppa aussitôt, dense, profond, seulement troublé par le crépitement du feu et le bruit lointain des ânes découvrant leur nouvelle demeure. Pour la première fois depuis son geste impulsif, elle osa mesurer l'ampleur de sa folie. Elle avait troqué sa sécurité hivernale contre 2 animaux condamnés si le froid arrivait trop tôt ou si la neige devenait trop profonde. 2 êtres fragiles qui nécessiteraient nourriture, eau, abri, soins, autant de choses qu'elle ne se sentait plus capable d'assurer. Elle avait pris sur elle une responsabilité lourde, presque déraisonnable, alors même qu'elle avait déjà du mal à supporter celle de sa propre survie. Et pourtant, en s'abandonnant au silence croissant de la nuit, elle comprit qu'elle n'éprouvait aucun regret. Pour la première fois en 5 ans, sa soirée n'était plus marquée uniquement par le gémissement du vent ou le craquement du bois. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle n'était pas entièrement seule avec ses pensées et ses souvenirs. Le crucifix, sculpté de la main aimante de son mari, se teinta de reflets d'or sous la lumière du feu, comme si le bois lui-même rappelait la chaleur d'autrefois. Pour les moments où la foi vacille, se souvenait-elle, entendant presque la voix de Thomas. Peut-être traversait-elle précisément l'un de ces moments, non pas un doute religieux, mais une perte de confiance en sa propre capacité à aimer, à protéger, à prendre soin. Dehors, Jake émit un doux hennissement, immédiatement suivi du braiement tendre de Penny. Ces sons familiers, presque domestiques, se mêlèrent au silence de la montagne et parvinrent jusqu'à elle, simples et apaisants. Demain, les difficultés recommenceraient. Mais ce soir, la cabane semblait moins vide qu'elle ne l'avait été depuis bien longtemps. Mara ajouta quelques bûches au feu. Au matin, elle devrait commencer à réfléchir sérieusement à la manière de garder tout ce petit monde en vie jusqu'au printemps. Mais pour l'instant, elle se contenta d'écouter les bruits de vie au-delà des murs et de ressentir, pour la première fois depuis des années, qu'elle était encore nécessaire à quelqu'un. Elle s'endormit ainsi, et fut réveillée par un grondement de vent qui faisait vibrer les tuiles du toit, suivi d'un léger tambourinement contre les vitres. Dans la lumière grise de l'aube, elle aperçut des flocons lourds et denses s'écrasant contre les carreaux. Pas la neige douce et timide des débuts d'automne, mais un véritable assaut blanc, témoin d'une tempête déterminée. Elle approcha la fenêtre, frissonnant quand l'air glacé mordit sa peau. Le thermomètre affichait déjà aux 2 degrés C, et la neige s'accumulait sur les poteaux de la clôture. Selon le journal météorologique de Thomas, un carnet de cuir dans lequel il avait noté 40 ans de précieuses observations, les premières vraies neiges n'arrivaient jamais avant la mi-novembre. Nous n'étions qu'en octobre. Beaucoup trop tôt, murmura-t-elle, resserrant son châle. Dans le pâturage, Jake et Penny s'étaient blottis l'un contre l'autre près du maigre abri, leur silhouette à peine visible à travers le rideau blanc. Leur tête baissée, leur dos arrondi témoignaient d'un inconfort profond. L'herbe qui semblait suffisante la veille était déjà invisible sous plusieurs centimètres de neige. En hâte, elle enfila des couches de vêtements, chaussettes de laine, pantalons épais, chemises en flanelle, puis l'ancien manteau de Thomas, encore imprégné de la douce odeur de tabac à pipe. Une seconde plus tard, elle affronta l'extérieur, reculant légèrement sous l'impact du vent violent et des flocons qui fouettaient son visage. Le sentier vers Cedar Ridge deviendrait impraticable en quelques heures, peut-être même dès la fin de la matinée. Elle rejoignit tant bien que mal la clôture. Jake leva la tête en l'apercevant, et elle distingua des cristaux de glace accrochés à ses moustaches. Penny tremblait malgré son poil épais. « Venez, mes grands » cria-t-elle contre le vent. « On doit trouver mieux que ça. »
Elle les mena jusqu'à la vieille grange où Thomas gardait autrefois ses outils. L'endroit était poussiéreux, percé de courants d'air, loin d'être idéal mais toujours mieux que l'exposition directe au blizzard. Elle étala le peu de vieux foin qu'elle avait conservé, consciente que cela ne durerait que 2 jours au maximum. En arrangeant leur coin de repos, elle entendit Jake tousser, une toux profonde, grave, qui résonna dans sa poitrine comme un avertissement. Sous sa main, elle sentit la chaleur anormale de son corps, une fièvre lourde. Sa respiration haletante trahissait une infection sévère, probablement due aux mauvais soins reçus au marché d'élevage. « Oh, Jake !» souffla-t-elle. « Tu es malade, n'est-ce pas ?» Le vieil âne s'appuya contre elle, frissonnant de faiblesse. Thomas aurait su exactement comment le soigner. Il avait traité des dizaines de cas semblables, lui qui avait été vétérinaire avant de devenir fermier. Mais Thomas n'était plus là. Toute sa science avait disparu avec lui, ou peut-être pas entièrement. Car sous le banc poussiéreux de la grange, un vieux coffre en bois, oublié depuis des années, semblait soudain l'attendre. Et une pensée et une minuscule étincelle d'espoir commença à se frayer un chemin dans l'esprit de Mara. De retour dans la petite cabine de bois où elle vivait depuis tant d'années, Mara s'agenouilla devant le vieux coffre qu'elle avait refermé le jour où Thomas avait cessé de respirer. Elle n'y avait presque pas touché depuis son décès. La plupart de ses affaires professionnelles avaient été vendues ou données à d'autres éleveurs des montagnes, mais elle avait gardé ce qui lui paraissait irremplaçable, ses carnets, ses notes, et quelques fournitures essentielles qui portaient encore l'odeur de sa présence. Lorsque ses doigts tremblants soulevèrent finalement le couvercle, elle sortit la sacoche vétérinaire de son mari, restée intacte depuis 5 longues années. Le cuir était encore souple, comme si le temps n'avait pas osé toucher ce qui avait autrefois été le prolongement de ses mains compétentes. À l'intérieur, les flacons d'anciens médicaments tintaient faiblement contre les instruments métalliques. Elle connaissait vaguement leur usage, mais sans l'expertise de Thomas, ils n'étaient guère plus que des reliques silencieuses. Sous la sacoche reposait son journal de traitement, un épais cahier relié, rempli de son écriture appliquée. Mara l'ouvrit avec une prudence presque sacrée. Les pages regorgeaient d'années d'observations minutieuses, des cas de vaches fiévreuses, de chevaux blessés, de moutons malades et même de nombreux ânes. Thomas y décrivait les symptômes, les diagnostics, les dosages, les évolutions, tout avec cette précision tranquille qui avait fait de lui un vétérinaire respecté dans toute la région. Lire ces notes était une chose, appliquer ces traitements en était une autre. Les médicaments étaient vieux, leurs étiquettes pâlies, leur efficacité incertaine. Entre ses mains inexpérimentées, ils pouvaient faire autant de mal que de bien. Elle referma le journal d'un geste sec, consciente que la théorie ne suffirait pas à sauver Jake. Elle retourna dans l'étable. Le vent s'était levé, poussant la neige à travers chaque interstice du bâtiment délabré. Dans un coin, de petits amas blancs commençaient déjà à s'accumuler. Penny, la femelle à l'ossature fine mais robuste, muselait le cou de Jake, comme pour lui offrir un peu de sa chaleur. Lui gardait la tête basse, haletant faiblement, les yeux ternis par l'épuisement. La température chutait, et cette vieille grange en ruine n'offrirait bientôt plus aucune protection. Penny, murmura-t-elle en s'approchant de la jument enceinte. Laisse-moi t'examiner, toi aussi. À sa grande surprise, Penny se laissa faire, docile malgré l'inconfort apparent. Sous ses doigts, cependant, Mara sentit ce qu'elle redoutait, quelque chose n'allait pas. La forme du ventre paraissait irrégulière, la position du petit anormale. Le moindre contact provoquait des remous inquiétants. De plus, le pis de la femelle commençait déjà à se développer, signe que la mise bas pourrait arriver plus tôt que prévu. Le stress du voyage, le froid soudain, le changement brutal d'environnement, tout cela risquait de provoquer un accouchement prématuré, voire dangereux. Et soudain, la réalité la frappa de plein fouet. Elle était coincée sur cette montagne isolée, avec 2 animaux malades, des provisions limitées, un hiver féroce à leur porte et aucune possibilité d'appeler à l'aide. Le sentier menant à Cedar Ridge serait impraticable pendant des jours, peut-être des semaines si d'autres tempêtes suivaient. Ses réserves de nourriture étaient insuffisantes pour elle seule, encore moins pour 3 bouches. Et surtout, elle n'avait ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour affronter ce qui se profilait. Hier encore, l'achat des 2 ânes lui avait semblé un geste de compassion. Aujourd'hui, cela ressemblait à un arrêt de mort. Pour Jake. Pour Penny. Et peut-être même pour elle. Le vent fit claquer la porte de l'étable, projetant un tourbillon de neige à l'intérieur. Jake eut une nouvelle quinte de toux, si violente que tout son corps frêle en fut secoué. Penny piétina nerveusement, agitée,
comme si elle pressentait l'imminence d'un danger. Mara ferma les yeux. Elle essaya d'invoquer la voix de Thomas, sa manière de respirer profondément avant d'agir, son calme presque surnaturel lorsqu'il faisait face à une bête blessée. Il lui répétait que la panique était l'ennemi de la raison, que la survie dépendait de la capacité à avancer un problème après l'autre, avec ce qu'on avait sous la main. « Que ferais-tu » souffla-t-elle dans le vide, comme si l'esprit de son mari pouvait l'entendre. La réponse s'imposa à elle sans un mot, il fallait les mettre à l'abri, immédiatement. Le seul endroit où elle pouvait vraiment les surveiller, les réchauffer, les protéger, c'était la cabine. Même si l'idée semblait folle. Même si l'espace y serait ridiculement étroit. Elle passa un bras sous l'encolure de Jake pour l'aider à avancer. Pas à pas, il la suivit à travers la neige battante jusqu'à la porte de la maison. Il hésita, effrayé par cet intérieur inconnu, mais finit par entrer. Penny, poussée par un instinct presque maternel, franchit le seuil avec plus de facilité. À l'intérieur, Mara étala des couvertures près de l'âtre, y installant les deux animaux. Jake se coucha immédiatement, soulagé par la chaleur du feu. Penny resta debout un long moment, oreilles dressées, muscles tendus, avant de se détendre un peu. Et soudain, malgré la situation dramatique, la cabine sembla différente. Habitée. Vivante. Pour la première fois depuis 5 ans, elle n'était plus seulement un refuge silencieux, elle devenait un lieu partagé. Alors que la tempête hurlait dehors, Mara s'assit entre Jake et Penny et rouvrit le journal de Thomas. Elle n'avait pas le choix, pour les sauver, elle devait apprendre. Devenir, juste le temps nécessaire, la vétérinaire qu'elle n'avait jamais imaginé devoir être. Son croix en bois refléta la lumière du feu lorsqu'elle se pencha sur les notes concernant les infections respiratoires. La neige s'entassait contre les fenêtres, effaçant peu à peu le monde extérieur. Le sentier vers la vallée n'était plus qu'un souvenir. Mais une chose avait changé en elle, elle n'était plus seulement une femme endeuillée et solitaire, fuyant ses propres peurs. Elle avait désormais une mission, une responsabilité, et 2 vies fragiles complètement dépendantes de son courage. Le pendentif sur sa poitrine sembla s'alléger, comme si Thomas lui-même l'encourageait. Elle tourna la page, découvrant une section détaillant les traitements contre la pneumonie chez les équidés. Tout devenait clair, cette tempête avait transformé un geste de pitié en combat pour la survie. Jake respirait difficilement, chaque souffle irrégulier emplissant la pièce. Penny finit par s'allonger à ses côtés, en quête de chaleur. Et Mara comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils seraient désormais unis par le même destin de réussir ensemble, ou tomber ensemble. Sur la table, la sacoche de Thomas reposait grande ouverte, ses fioles et instruments illuminés par la lampe à huile comme un dernier espoir fragile. Ce sac, qu'il avait soigneusement entretenu pendant des décennies, était maintenant leur seul salut. Elle lut à voix basse les notes décrivant un cas similaire survenu 15 ans plus tôt, un mulet atteint d'une sévère infection respiratoire, traité avec une combinaison de vapeur chaude et d'un expectorant administré avec une précision quasi mathématique. Le traitement avait fonctionné, mais la moindre erreur de dosage aurait pu être fatale. Sans perdre de temps, Mara mit une grande marmite d'eau à bouillir. Elle y ajouta des aiguilles de pin et quelques herbes séchées qu'elle utilisait parfois pour ses propres rhumes. Une vapeur odorante et apaisante s'éleva. Pendant que l'eau frémissait, elle calcula, avec une anxiété dévorante, la dose approximative d'expectorant à administrer à Jake. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'arrêter plusieurs fois pour respirer profondément. « Doucement, mon grand » murmura-t-elle en s'approchant du malheureux animal. Jake était étendu près du feu, haletant, ses flancs maigres se soulevant à un rythme inquiétant. Ses yeux, brillants et sombres, suivaient chacun de ses gestes. Et dans ce regard, Mara vit quelque chose qui la transperça, une confiance totale. Une confiance qu'elle ne méritait pas, mais qu'elle ne pouvait trahir. Elle mélangea la dose de médicament à un peu de mélasse pour en masquer l'amertume, puis approcha la mixture des lèvres de Jake. Il l'accepta sans résistance, comme s'il sentait que c'était son seul espoir. Après avoir avalé, il posa doucement son museau gris contre le genou de Mara, dans un geste si tendre qu'elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. Et dans cette petite cabine de montagne perdue au cœur d'une tempête, entourée de créatures vulnérables, Mara Henderson comprit que la survie n'était plus seulement une question d'endurer l'hiver. C'était une question d'amour, de responsabilité, et du courage de continuer, même quand tout semblait perdu. La simplicité du geste faillit lui tirer des larmes. Avec une douceur presque instinctive, Mara plaça la marmite fumante près de la tête de Jake et, d'un mouvement sûr, drapa une grande couverture par-dessus l'animal et le récipient, improvisant une sorte de tente à vapeur.
Dans les notes de Thomas, ce traitement était souligné et entouré d'annotations, l'air chaud et humide aiderait à délier la congestion des poumons du vieil âne et à apaiser sa respiration laborieuse. Tandis que Jake recevait sa thérapie de vapeur, Mara reporta son attention sur Penny. La petite ânesse, gestante, se tenait près de la fenêtre, le regard tourné vers la tempête qui ne cessait de s'intensifier. Elle semblait écouter la neige tomber, chaque flocon ajoutant à son inquiétude. Ses flancs s'étaient encore arrondis depuis la veille, et le moindre mouvement lui arrachait une crispation de douleur. « Laisse-moi te voir, ma belle » murmura Mara en posant délicatement ses mains sur les flancs gonflés de Penny. Sous ses doigts, le petit se déplaçait avec une énergie rassurante. Pourtant, la réaction douloureuse de la mère à la palpation était loin d'être de bon augure. Quelque chose n'allait pas. Dans les journaux vétérinaires de Thomas, elle avait lu que la gestation d'une ânesse durait presque une année entière. Si Penny avait été fécondée en début d'hiver, la naissance ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l'automne ou encore des semaines. Mais le stress pouvait bousculer ce calendrier. Et Penny avait connu bien trop de bouleversements récemment, le changement de lieu, la tempête précoce, la claustration dans une cabane inconnue, et l'angoisse de sentir Jake décliner. Tout cela pouvait suffire à déclencher un travail prématuré. Mara aménagea un coin confortable au fond de la cabane, étalant des couvertures propres et rassemblant les rares fournitures qui pourraient lui être utiles si la naissance survenait plus tôt que prévu. Les notes obstétricales de Thomas étaient précises, presque méticuleuses, mais elles avaient aussi quelque chose de terrifiant. Lui avait assisté à des dizaines de mises bas difficiles, toujours avec le matériel adéquat et l'aide d'autres professionnels. Dehors, la tempête ne faiblissait pas. La neige tombait en continu, lourde et silencieuse, tandis que le vent se glissait dans les interstices de la vieille cabane, faisant vibrer les vitres et renvoyant par moments des bouffées de fumée dans la pièce. Le sentier menant à la ville était désormais totalement impraticable. Et même s'il ne l'était pas, Mara savait qu'il serait impossible de voyager avec deux animaux dans cet état. À l'approche du soir, Jake montra enfin les premiers signes d'amélioration. Sa respiration, moins sifflante, semblait un peu plus libre et sa température baissait. Il but quelques gorgées d'eau et grignota même un peu de foin, la première nourriture qu'il acceptait depuis le début de la tempête. « C'est bien, mon vieux », l'encouragea Mara en caressant l'encolure de l'âne. Thomas disait toujours que le premier jour était le plus difficile. Ce simple souvenir lui réchauffa le cœur autant qu'il la déchira. D'innombrables images lui revinrent, des nuits passées à deux auprès d'animaux malades, des étables glacées, des miracles silencieux obtenus grâce à la patience de Thomas et à cette compréhension presque intuitive qu'il avait du monde animal. Elle, en revanche, ne possédait ni son assurance ni son expertise. Mais elle apprenait à écouter, vraiment écouter, ce que ces bêtes cherchaient à lui dire. Ses instincts, qu'elle croyait éteints, recommençaient à vibrer. À la tombée de la nuit, l'agitation de Penny s'aggrava. Elle changeait constamment de position, se levant, se couchant, se relevant encore, incapable de trouver un semblant de confort. Sa respiration était rapide, non pas haletante comme celle de Jake la veille, mais nerveuse, tendue, chargée d'un malaise profond. « Tu penses à faire ce bébé, hein » demanda Mara en s'installant à côté d'elle, le manuel d'obstétrique de Thomas ouvert sur ses genoux. « C'est un peu tôt, tu ne crois pas ?» Comme pour répondre, les flancs de Penny se contractèrent nettement, et un râle sourd s'échappa de sa gorge. C'était sans équivoque, le travail avait commencé. Qu'il soit prêt ou non, la naissance était en route. La nuit fut longue. Mara fit les 100 pas entre ses deux patients, telle une sentinelle déterminée. À chaque heure, elle préparait une nouvelle marmite de vapeur pour Jake et vérifiait son souffle. Il continuait de s'améliorer, lentement mais sûrement. Le danger immédiat était passé, même si le chemin vers la guérison serait encore long. Penny, elle, avançait par à-coups. Des contractions irrégulières, parfois espacées, parfois soudaines et intenses. Exactement ce que Thomas décrivait comme typique d'une primipare. À l'aube, il ne faisait plus aucun doute que le petit arriverait dans la matinée. La cabane s'était muée en véritable hôpital vétérinaire improvisé, respiration rauque, froissement de paille, frottement de couverture, et au-dessus de tout cela, le souffle constant du vent contre les murs de bois. La neige atteignait désormais plusieurs pieds de hauteur et n'avait aucune intention de s'arrêter. Mara, pourtant, se sentit investie d'une énergie nouvelle. Elle prépara des mâches chaudes, administra la seconde dose de médicaments à Jake, vérifia les fournitures pour l'accouchement imminent. Chaque geste était appliqué, précis, presque solennel. Elle suivait les instructions de Thomas à la lettre,
mais quelque chose d'autre l'habitait aussi, une forme de courage instinctif dont elle ne se serait jamais crue capable. On va s'en sortir, promit-elle en attisant le feu et en mettant de l'eau à chauffer. Tous les trois. Jake reprenait des forces, et cela lui donnait un espoir fébrile. Mais elle ne pouvait ignorer son inquiétude pour Penny. Les premières mises bas étaient souvent les plus délicates, et les conditions actuelles, le froid, l'isolement, la tempête ne faisaient qu'accroître les risques. Thomas insistait toujours, la clé était la patience, la douceur. Intervenir trop tôt pouvait être aussi dangereux que ne pas intervenir du tout. Lorsque la lumière du matin traversa enfin les carreaux couverts de glace, Mara s'aperçut qu'elle parlait presque sans discontinuer. Une habitude qu'elle avait perdue depuis longtemps. Les animaux réagissaient à sa voix, les oreilles de Jake pivotaient doucement dans sa direction, Penny semblait s'apaiser lorsqu'elle chuchotait près d'elle. C'était comme si, après 5 ans de silence, sa voix retrouvait sa raison d'être. En prenant soin de ces deux vies fragiles, elle retrouvait lentement des fragments d'elle-même qu'elle croyait à jamais enterrés avec Thomas. Le blizzard déchaîné au dehors semblait s'effacer devant la détermination tranquille qui régnait dans la cabane. Jake guérissait. Penny se préparait à mettre bas. Et Mara redécouvrait qu'il existe un remède plus puissant que n'importe quel médicament, le refus obstiné d'abandonner. Mais au 3e jour de la tempête, une réalité brutale s'imposa. Les réserves fondaient dangereusement. Les haricots, la farine, les légumes du cellier, les quelques morceaux de viande séchée, tout disparaissait à vue d'œil, dévoré par la nécessité de nourrir 3 êtres plutôt qu'un seul. Jake, qui retrouvait l'appétit, réclamait davantage. Penny, en plein travail, avait besoin d'une ration supplémentaire pour soutenir son corps épuisé. Dans la pâle lumière du matin, Mara resta longtemps devant son garde-manger presque vide, un nœud d'angoisse au creux du ventre. Il ne lui restait qu'un demi-sac de farine, à peine 2 tasses de haricots, quelques racines du cellier et un peu de viande. Peut-être assez pour survivre seule une semaine, 2 au mieux. Certainement pas assez pour 3, et encore moins si l'isolement se prolongeait. Elle porta machinalement la main à son alliance, ce simple anneau d'or poli par 25 années de vie commune. Thomas avait travaillé des mois pour l'acheter, prenant des gardes supplémentaires à la clinique vétérinaire de Denver. C'était l'objet le plus précieux qu'elle possédait. En ville, il vaudrait largement de quoi acheter des provisions pour tout l'hiver. Mais pour aller en ville, elle devrait abandonner Jake et Penny durant au moins 2 jours si tant est que le sentier soit praticable, ce qui était improbable. Jake n'était pas encore remis, Penny pouvait mettre bas d'une minute à l'autre. Les laisser serait une folie. Rester sans nourriture en était peut-être une plus grande encore. Pour la première fois depuis le début de la tempête, Mara sentit la peur reprendre le dessus. Elle n'avait plus le luxe d'hésiter. Une décision, terrible et nécessaire, allait devoir être prise. Mara resta immobile au milieu de la petite cabane silencieuse, les bras entourant sa taille comme si elle voulait empêcher son cœur de se briser davantage. Elle leva les yeux vers les poutres sombres du plafond, comme si Thomas pouvait encore l'entendre. « Que ferais-tu, Thomas » demanda-t-elle à la pièce vide. Sa voix résonna faiblement contre les murs de bois, se perdant dans l'air glacé. La réponse, pourtant, ne vint pas des souvenirs de son mari disparu, mais de ce que ses yeux venaient de constater, Jake, le vieux âne, s'était finalement relevé. Le voyant debout près de la fenêtre, les oreilles attentives, observant le manteau blanc qui recouvrait la montagne, elle sentit un souffle d'espoir pénétrer son cœur. Son souffle était presque normal maintenant, la fièvre avait cédé durant la nuit, et bien qu'il soit encore faible, le danger immédiat semblait derrière lui. La lutte n'était pas finie, mais la mort ne rôdait plus si près. Penny, en revanche, était une toute autre inquiétude. Sa mise bas s'était intensifiée avec les premières heures du matin. Les contractions se rapprochaient, plus profondes, plus exigeantes. La pauvre bête alternait entre marcher nerveusement en rond et se coucher dans la paille, son flanc tendu par l'effort. Mara consultait encore et encore les pages des vieux journaux de Thomas, où il avait consigné des années d'expérience vétérinaire. Ses notes précisaient que le travail chez les ânesses pouvait durer des heures, parfois des jours, et qu'il n'y avait aucun moyen de prédire l'arrivée exacte du petit. Elle fit alors ce que la vie en montagne lui avait appris, prendre une décision claire, ferme, sans se laisser submerger. Elle préparerait Penny du mieux qu'elle le pouvait, puis descendrait la montagne pour échanger sa bague contre des provisions. Un risque calculé, certes, mais le seul qui offrait une chance réelle de survie pour tous. Elle passa la matinée à rassembler tout ce qui pourrait être utile pendant la mise bas, des couvertures propres, de l'eau chaude, des linges doux, et quelques instruments encore utilisables provenant de la vieille mallette vétérinaire de Thomas.
Ses notes obstétricales détaillaient chaque complication possible, chaque geste d'assistance. Mara pria cependant pour ne jamais avoir à appliquer ces indications elle-même. « Tu vas devoir être forte pendant mon absence », murmura-t-elle en passant doucement la main sur le cou de Penny au moment où une contraction la traversait. « Je reviendrai dès que possible, mais il faudra peut-être tenir seul un jour ou deux. » Penny pressa doucement son museau contre l'épaule de Mara, un geste de confiance si tendre qu'il resserra son cœur et raffermit sa détermination. Ces animaux l'avaient choisie, d'une certaine façon. Il s'était remis à elle, entièrement. Elle ne les laisserait pas tomber. Le vent avait cessé de chasser la neige, mais les congères sculptées par les rafales formaient encore des murs instables sur le paysage. Le sentier serait dangereux, mais pas impraticable. Mara l'avait déjà parcouru dans des conditions pires, autrefois, quand l'hiver n'offrait aucun répit aux appels d'urgence de Thomas. Elle prépara son sac avec une précision méthodique, léger, mais efficace. Une corde solide, une petite hache, quelques vivres, et ses vêtements les plus chauds, de quoi survivre une nuit dehors si les choses tournaient mal. Avant de quitter la cabane, elle enveloppa soigneusement sa bague de mariage dans un morceau de tissu et la glissa dans sa poche intérieure. Puis elle se tourna vers Jake et Penny. « Je reviendrai. Prenez soin l'un de l'autre. » Jake se tenait déjà près de Penny, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de compagnie, d'assurance, de chaleur. Sa résilience renouvelée rappelait à Mara ce que Thomas répétait souvent, les animaux ont des forces de guérison dont les humains feraient bien de s'inspirer. La descente éprouva chaque compétence que 2 décennies de vie en montagne lui avaient inculquée. Le sentier familier n'était plus qu'une trace incertaine sous les couches épaisses de neige. Plusieurs fois, elle dut contourner des arbres abattus, franchir des zones où la neige montait jusqu'aux cuisses, avancer pas à pas, prudente, attentive au moindre bruit, au moindre glissement sous ses bottes. Pourtant, cette difficulté physique avait quelque chose d'apaisant. Après 3 jours de tension, d'attente et d'impuissance, ses muscles retrouvèrent le rythme solide, presque ancestral, du mouvement dans la montagne. L'air vif, coupant, nettoyait ses pensées. Sur chaque pas, elle pensait à Thomas, à sa façon calme d'aborder les problèmes, à ses mains sûres, à son optimisme fait de patience et de lucidité. Il lui avait appris que les crises, pour terrifiantes qu'elles soient, se résolvaient toujours ainsi, un regard attentif, un souffle maîtrisé, un pas après l'autre. La bague dans sa poche pesait comme une pierre brûlante. Elle n'était pas seulement une valeur d'échange. Elle contenait des années de vie commune, la maison construite ensemble, les nuits glacées pendant lesquelles ils s'étaient réchauffés l'un l'autre, les promesses tenues même dans l'adversité. La vendre revenait à détacher une autre racine du passé. Mais elle comprenait désormais qu'honorer un souvenir n'était pas la même chose que s'y enfermer. Thomas aurait approuvé ce sacrifice. Il aurait refusé qu'une pièce de métal, même chargée de sens, passe avant la vie d'un animal. L'amour qu'ils avaient partagé ne dépendait pas de cette bague. Ce qu'elle représentait, la fidélité, le courage, la compassion, vivait déjà dans ses actes. Lorsqu'elle vit enfin Cedar Ridge apparaître dans la vallée, baignée d'une douce lumière hivernale, une poussée de détermination embrasa son cœur. Elle obtiendrait des provisions, remonterait la montagne au plus vite, et trouverait de nouvelles stratégies, d'autres ressources pour affronter l'hiver. Il existait forcément des solutions qu'elle n'avait pas encore considérées. La petite croix en bois autour de son cou rebondissait à chaque pas. Thomas l'avait sculptée lors de leur premier hiver difficile, un symbole de persévérance qui, autrefois, semblait peser lourd. Aujourd'hui, elle paraissait plus légère, comme un encouragement. À cette époque, ils avaient survécu grâce à leur solidarité. Aujourd'hui, elle devait survivre grâce à la sienne. Le village paraissait paisible après la tempête, de la fumée montait des cheminées, des traces fraîches montraient que les habitants avaient repris leurs occupations. Là, quelque part, se trouvait la nourriture, les conseils, le soutien dont elle avait besoin. Mais derrière elle, quelque part dans les arbres, le sentier disparaissait déjà sous les nouvelles chutes de neige. 2 animaux l'attendaient, dépendant entièrement d'elle. Ce poids sur ses épaules était immense, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus écrasée. Elle avait une raison d'avancer. Et la raison donnait de la force. La force, pourtant, fut mise à rude épreuve. Quelques heures seulement après son arrivée, la tempête revint, plus féroce encore. Mara se retrouva piégée à Cedar Ridge, incapable de remonter vers la montagne. La neige retombait en épais rideaux, recouvrant tout, effaçant chaque trace de sentier. La nuit, enfermée dans la petite chambre de l'hôtel, elle marchait de long en large, les mains tremblantes. Elle revoyait la corde usée qui retenait Penny, l'inquiétude dans les yeux de Jake,
la fragilité de tout leur fragile équilibre. Tout semblait pouvoir céder sous la pression à la corde, la cabane, les maigres provisions, peut-être même sa propre résistance. Au matin, un nouveau manteau de neige plus d'1 pied recouvrait le village. Le tenancier de l'hôtel, Tom Bradley, secoua la tête avec une certitude affligeante lorsque Mara demanda si le sentier était praticable. Personne ne remontera cette montagne avant plusieurs jours, Mrs. Henderson. Peut-être une semaine, et si ce temps continue, encore plus. Ses provisions, obtenues ce matin même en échange de sa bague farine, haricots, viande séchée, un peu de foin n'étaient plus qu'un poids inutile tant qu'elle ne pouvait pas les apporter à la cabane. Chaque heure qui passait augmentait son angoisse. Penny était seule, en travail, sans assistance, Jake, encore fragile, veillait peut-être, mais que pouvait un animal contre la neige, le froid, ou un accouchement difficile? Mara, forcée à l'attente, alla à la rencontre d'autres montagnards descendus en ville avant la tempête. Elle recueillit conseils, histoires, méthodes de survie que seuls connaissaient ceux qui vivaient plus haut encore dans les crêtes. Elle ne perdrait pas ce temps. Elle l'utiliserait pour apprendre. Pour se préparer. Pour revenir plus forte. Pour sauver ceux qui dépendaient d'elle. Dans son cœur, la détermination battait plus fort que la peur, comme une braise que ni la neige ni la tempête ne pouvaient éteindre. La voix de Sarah Collins résonnait encore dans l'esprit de Mara alors qu'elle quittait la petite salle à manger de l'hôtel où les deux femmes avaient partagé un café brûlant. Sarah vivait un peu plus bas dans la vallée, là où le vent était moins mordant et où les bêtes mettaient bas plus tôt dans la saison. Elle avait déjà affronté des naissances précipitées, des nuits d'angoisse à veiller des animaux trop jeunes, trop fragiles pour affronter le froid de la montagne. Les premiers bébés sont toujours les plus difficiles, lui avait-elle confié avec douceur, les mains enroulées autour de sa tasse. Mais n'oublie pas une chose, depuis des millions d'années, les animaux ont appris à donner la vie sans nous. Fais confiance à l'instinct de ta Penny. Elle saura quoi faire. Les paroles réconfortantes de Sarah entraient en contraste avec l'avertissement plus réservé du docteur Martinez, qui avait repris la région après la mort de Thomas. Les ânes sont robustes, oui, avait-il dit en fronçant les sourcils, mais les complications peuvent surgir en un clin d'œil. Si le travail dure plus de 12 heures sans progrès, ou si le petit se présente mal, les choses peuvent très vite tourner. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Tous deux connaissaient les risques, et Mara les portait comme un poids sur son cœur. Le 3e matin de son séjour forcé en ville, elle se réveilla dans un silence inhabituel. Plus un souffle de vent. Plus un flocon tombant devant la fenêtre. Le blizzard avait enfin épuisé sa fureur. Le monde extérieur était devenu une mer immobile de blanc éclatant, scintillant sous un soleil limpide. En quelques minutes à peine, elle fut prête. Le sac emprunté, chargé de provisions achetées grâce à son alliance vendue, reposait sur ses épaules, répartissant son poids pour la longue montée. Tom Bradley avait tenté de l'arrêter sur le seuil de l'hôtel. Le sentier sera dangereux, et tu seras seul. Mais rien n'aurait pu la retenir loin de Penny et de Jake. Elle connaissait trop bien le prix du retard. 3 jours pouvaient être une éternité quand des vies fragiles dépendaient de vous. La montée fut un supplice lent et épuisant. Par endroits, la neige atteignait ses cuisses, l'obligeant à ouvrir péniblement un nouveau passage. 2 fois, 3 fois, elle dut s'arrêter, non pas par fatigue, mais parce qu'une angoisse sourde l'étranglait, lui comprimant la poitrine. La forêt semblait un royaume figé dans le temps, transformé par l'hiver en une cathédrale de silence. Les branches des pins ployaient sous des masses épaisses de neige, formant au-dessus de son chemin des arches lourdes et solennelles. En d'autres temps, elle aurait admiré cette beauté immobile, ce monde lumineux et fragile. Mais ce jour-là, tout ce blanc glacé n'était qu'un obstacle entre elle et les créatures qui comptaient sur elle. À mesure qu'elle avançait, elle tendait l'oreille, cherchant à saisir un signe de vie venant du côté de sa clairière, le cri lointain d'un renard, l'appel d'un rapace, n'importe quel son indiquant que le monde avait continué de tourner là-haut malgré la tempête. Mais le manteau épais de neige étouffait tout. Rien ne parvenait à filtrer à travers ce silence ancien et inébranlable. Lorsque la silhouette familière de la cabine apparut enfin entre les arbres, un mélange de soulagement et de terreur la traversa. Une fumée fine s'élevait de la cheminée et le feu qu'elle avait laissé couver brûlait encore, miracle silencieux dans cette immensité blanche. Mais le pâturage semblait désert, et les fenêtres, opaques sous la neige gelée, ne laissaient rien deviner. Elle poussa la porte d'un geste si brusque que les murs en tremblèrent. Puis elle s'immobilisa. Un souffle lui échappa, tremblant, incrédule. Jake se tenait près du foyer, solidement campé sur ses pattes, les yeux vifs, le regard alerte.
Le pire de sa maladie semblait derrière lui. Et là, contre le mur du fond, Penny reposait sur un lit de couverture. Blotti contre son flanc, un minuscule anon sombre, aux longues jambes maladroites et aux yeux brillants de curiosité, laissait échapper un petit souffle chaud. « Oh mon Dieu !» murmura Mara, laissant son sac tomber dans un bruit sourd. Elle avança lentement, comme si le moindre mouvement risquait de briser ce miracle. Le petit était minuscule mais parfaitement formé, une copie miniaturisée de sa mère, avec la même robe douce et un éclat intelligent dans le regard. À peine un jour de vie derrière lui, encore tremblant, mais animé d'une énergie neuve et pure. Penny leva la tête en voyant Mara approcher, et dans ses yeux brillait une fatigue écrasante, mais aussi un soulagement immense. Elle avait mis bas seule. Seule dans le silence de la tempête, guidée par un instinct ancestral plus vieux que l'histoire humaine. Et elle avait réussi. Le placenta avait été expulsé correctement, l'anon respirait avec vigueur, aucun signe de complication. « Ma belle, ma courageuse », souffla Mara en s'agenouillant près d'eux. « Tu as tout fait toi-même. » À l'entente de sa voix, l'anon tenta de se redresser. Ses jambes tremblaient comme de fines branches dans le vent, mais il persévéra. Un pas hésitant, puis un autre. Il s'approcha, reniflant l'air, puis la main que Mara lui tendait. Lorsqu'il enfouit son museau contre sa paume, quelque chose céda dans la poitrine de la vieille montagnarde. Les larmes jaillirent sans retenue. Jake s'avança à son tour, posant doucement son museau contre le flanc du petit. Il n'était plus seulement un animal convalescent. Il reprenait son rôle naturel, celui du guide, du protecteur, de l'ancien. En les regardant, Mara vit plus qu'un trio de bêtes. Elle vit une famille. Jake, le sage. Penny, la mère acharnée. Et ce petit être fragile, promesse d'un renouveau qu'elle n'osait plus espérer. Tandis qu'elle déballait les provisions achetées avec ce qui avait été autrefois son anneau de mariage, elle comprit que quelque chose en elle avait changé. Durant ces 3 jours d'absence, la montagne avait donné naissance à plus qu'un anon. Elle avait offert un sens nouveau à cette cabane, une chaleur qui n'y avait plus régné depuis 5 longues années. Elle était partie comme une femme épuisée, s'accrochant désespérément à la vie de 2 animaux qu'elle connaissait à peine. Elle revenait dans un foyer qui s'était élargi en son absence, un foyer où elle avait désormais sa place, non par obligation, mais par lien profond. Les cordages usés, ces mêmes attaches qui lui paraissaient si fragiles quelques semaines auparavant, n'étaient plus de simples liens matériels. Ils étaient devenus des symboles, solides et fiables, tissés d'un fil invisible, celui de la confiance et de l'appartenance. L'anon, elle le savait déjà, s'appellerait Espoir. Il incarnait tout ce qu'elle croyait perdu, la possibilité d'un lendemain différent, la renaissance après l'hiver, le courage de tendre la main vers l'inconnu. Alors qu'elle préparait un repas nourrissant pour Penny et installait une nouvelle litière douce pour le petit, elle sentit son pendentif, la petite croix en bois que Thomas avait sculptée autrefois, glisser contre sa peau et se poser à l'endroit exact où son cœur battait plus fort. Ce jour-là, elle comprit quelque chose de nouveau sur la foi. La foi n'était pas une certitude lumineuse. C'était le choix d'aimer même au milieu du doute. C'était la décision de veiller, d'espérer, d'agir, même lorsque la nuit était longue et la tempête lourde. Et cette tempête, justement, l'avait mise à l'épreuve, et avait révélé une force en elle qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Dehors, la neige scintillait sous la lumière pâle du soleil d'hiver. Mais à l'intérieur, il semblait que le printemps avait déjà trouvé son chemin, il tenait maladroitement sur 4 fines pattes, découvrant le monde avec des yeux grands comme des étoiles. L'hiver s'installa durablement dans la montagne, un hiver âpre et têtu comme seuls les hauts sommets savent l'être. En février, les températures restaient souvent bien en dessous de 0, et les congères atteignaient presque le rebord inférieur des fenêtres. Mais au sein de la petite cabine, la chaleur du foyer, l'union improbable de leur vie et la présence d'espoir suffisaient à adoucir les nuits les plus glaciales. Chaque jour, le petit grandissait. Ses jambes trop longues, d'abord incertaines, devinrent plus sûres. Après avoir tété Penny, il explorait la cabane avec une audace inépuisable. Plus d'une fois, Mara le retrouva embourbé dans une couverture, reniflant le panier à couture ou tirant une pelote de laine comme s'il s'agissait d'un trésor. « Tu vas me donner du fil à retordre, mon petit » riatait-elle un matin en le délivrant du piège coloré. « Mais du bon fil à retordre, j'en suis certaine. » Sur la table de la cuisine, une vieille photographie reposait à présent, soigneusement recollée. Elle l'avait trouvée en rangeant les affaires de Thomas, un cliché déchiré où elle et lui se tenaient devant leur cabane toute neuve, jeunes, debout dans le soleil, les bras pleins d'espoir pour une vie qu'ils avaient crue éternelle. Pendant 5 ans,
cette image n'avait été qu'une blessure. Regarder ce qu'ils avaient été, ce qu'elle avait perdu, n'avait apporté que tristesse. Mais ce matin-là, alors qu'Espoir trottinait près de la porte, à l'endroit précis où la photo avait été prise, quelque chose de nouveau s'insinua en elle, un sentiment doux et profond. La continuité. Le passé n'était plus une ombre menaçante, séparé du présent par un gouffre douloureux. Il s'était tissé dans ce qui existait encore, comme les fils d'une tapisserie qui, malgré ses déchirures, continue de raconter l'histoire de ceux qui l'ont tissée. Mara posa la main sur la photo. Puis sur le flanc chaud d'Espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète. Entre peine et renouveau, entre fin et commencement, un nouveau chapitre s'ouvrait enfin. Un chapitre où la montagne, dans son silence immuable, avait choisi de lui rendre quelque chose qu'elle croyait perdu pour toujours, une famille. Une raison d'aimer encore. Une raison de vivre. Un véritable espoir. L'amour de Thomas, son savoir patient, son toucher doux lorsqu'il travaillait avec les animaux, tout cela continuait de vivre à travers chaque geste que Mara offrait à Jake, à Penny et à Hope. La vieille photographie qu'elle gardait non loin de la lampe n'était plus l'emblème de ce qu'elle avait perdu, mais le témoignage vibrant de ce qui subsistait encore, de ce qui perdurait à travers elle. Le printemps lui paraissait encore loin, mais l'hiver, avec son intimité forcée, lui avait enseigné des leçons qu'elle n'aurait jamais imaginées. Vivre si près des animaux avait affûté ses sens, ouvert ses perceptions, comme si un langage muet s'était mis à circuler librement entre eux. Elle apprenait à lire l'inclinaison des oreilles de Jake pour deviner son humeur, à comprendre les besoins de Penny selon la manière dont elle se positionnait dans l'espace, et à suivre les variations d'énergie de Hope, toujours prompt à jouer, explorer ou se blottir contre elle. Pourtant, les provisions achetées avec son alliance, son dernier trésor matériel lié à Thomas, s'épuisaient. Elle les avait rationnées avec une prudence presque sacrée, mais elles ne dureraient pas jusqu'à la fonte complète des neiges. D'après ses calculs les plus rigoureux, il leur restait peut-être 6 semaines de nourriture, de quoi atteindre le début d'avril si elle gérait chaque portion comme de l'or. Ce ne serait pas suffisant pour tenir jusqu'à ce que l'école de montagne rouvre et permette un retour en ville. La solution se révéla à elle lentement, par fragments, comme une graine d'idée qui germe en silence. Elle observait ses 3 compagnons, leur manière d'avoir apprivoisé l'étroitesse de la cabane, d'avoir transformé un lieu qui n'était pas fait pour eux en un refuge qui portait maintenant la trace de chacun. Jake, par exemple, semblait avoir développé une sensibilité presque magique au changement de temps, il devenait nerveux à l'approche des tempêtes et s'apaisait dès que l'air annonçait un ciel clair. Penny avait trouvé son propre rythme, dénichant les coins les plus confortables et les plus pratiques pour se reposer sans gêner les activités quotidiennes. Quant à Hope, il semblait comprendre instinctivement les limites invisibles du lieu, il évitait la zone de cuisson, respectait l'espace du bois précieux, et ne renversait jamais rien d'important. S'il pouvait s'adapter ainsi, peut-être pouvait-elle, elle aussi, apprendre à survivre autrement. Après tout, la montagne avait nourri des générations de créatures avant eux, en tenant tête à des hivers bien plus cruels. Il devait bien exister des ressources humaines ou animales que des habitants moins observateurs auraient ignorées. Elle se tourna vers les journaux de Thomas, ses cahiers remplis d'une écriture précise, patiente, méthodique. Ils ne contenaient pas seulement des notes vétérinaires, Thomas avait consigné la vie de la montagne, ses caprices météorologiques, ses plantes, ses cycles animaliers. Dans une entrée datant du premier hiver de leur mariage, un hiver si rude que les vents avaient hurlé pendant des semaines, il écrivait comment les peuples autochtones avaient survécu dans ces hauteurs en utilisant des ressources que les nouveaux arrivants ne voyaient même pas. Elle lut à voix haute, pour ses 3 compagnons qui l'écoutaient toujours avec un sérieux touchant. L'écorce interne du tremble peut être réduite en farine, lorsqu'elle est correctement préparée. Elle est riche en nutriments et étonnamment agréable au goût. Jake redressa les oreilles, Hope abandonna sa boîte en carton, et même Penny, d'ordinaire si centrée sur elle-même, leva la tête. Cette lecture du soir, devenue presque un rituel, soudait encore davantage leur étrange petite famille. D'autres pages décrivaient des techniques de chasse hivernale, des méthodes de conservation de la viande sans sel, ainsi que des façons de trouver des calories supplémentaires dans les réserves de noix et de graines cachées par les animaux forestiers. Thomas n'avait jamais eu recours à ce savoir, mais comme toujours, il avait tout noté avec une minutie admirable. Eh bien, mes amours, il semble que nous allons devenir des gens de la montagne, encore plus que nous ne l'imaginions, dit-elle avec un sourire tendre. Qu'en pensez-vous ? Le lendemain, elle se lança dans les préparatifs concrets de cette survie prolongée. En suivant les dessins précis de Thomas, elle repéra les trembles autour de la cabane et entreprit la récolte de leur écorce interne. Le travail était exigeant dans la neige profonde, mais il contenait une forme de satisfaction primitive.
Elle avait l'impression de rétablir un lien ancien entre son corps et la montagne. Hope l'accompagnait à chaque sortie, débordant d'énergie, ouvrant la voie dans la neige avec un enthousiasme qui la faisait rire malgré ses mains gelées. Il comprenait l'importance de ces expéditions et restait toujours attentif, prêt à signaler un bruit inhabituel, une présence furtive entre les arbres. Jake et Penny, eux, restaient à l'intérieur pour conserver leur force et maintenir la chaleur de la cabane. Mais même absent, ils semblaient l'accompagner en pensée. Mara se surprenait à rentrer plus vite que nécessaire, comme si le foyer n'était complet qu'une fois les 4 réunis. La préparation de la farine d'écorce demanda une patience d'orfèvre. Les notes de Thomas décrivaient les étapes, mais rien ne remplace l'expérience, gratter la couche interne sans l'abîmer, la faire sécher à la juste température, la réduire en une poudre suffisamment fine pour être mélangée à leur farine restante. Elle gâcha plusieurs lots avant d'obtenir une farine acceptable, qu'elle transforma ensuite en galette simple, cuite sur le poêle en fonte. Le goût était surprenant, légèrement boisé, mais loin d'être désagréable. Hope, en tout cas, en raffolait. À mesure que février basculait vers mars, leur petite communauté trouva un rythme presque harmonieux. Le matin, elle s'occupait de chacun, préparait les repas, entretenait le feu. L'après-midi était consacré aux sorties dans les bois, et la soirée aux lectures dans les cahiers de Thomas, à la recherche de nouvelles astuces pour optimiser leur survie. Hope grandissait à vue d'œil. Son pelage de bébé laissait place à des teintes plus sombres, et son caractère se révélait, curieux, affectueux, étonnamment intelligent. Il apprit rapidement son nom, obéissait à des ordres simples et semblait saisir les nuances de leur vie en commun. « Tu seras exceptionnel », murmura Mara un soir, tandis qu'il dormait près du feu, la tête posée contre son genou. « Je le sens jusque dans mes os. » Son regard se posa alors sur la photographie posée sur la table. La flamme vacillante de la lampe dessinait une lueur douce sur le sourire de Thomas. Pour la première fois depuis des années, elle contempla cette image sans ressentir l'aiguillon de la douleur. Elle se contenta de respirer, profondément, en sentant en elle la paix nouvelle qui se formait. La cabane, remplie de vie, semblait approuvée par Thomas lui-même. Le printemps restait encore lointain, mais l'essentiel était là, ils avaient de la nourriture, de la chaleur, un abri solide et surtout, ils savaient les uns les autres. La confiance qu'ils gagnaient jour après jour était une richesse aussi réelle que n'importe quelle fortune. Dehors, le vent poursuivait son murmure éternel entre les pins, soulevant parfois un tourbillon de neige qui étincelait dans la lumière de la lampe. Mais à l'intérieur, entourée du souffle tranquille de ces animaux devenus sa famille, Mara Henderson se sentait plus riche qu'elle ne l'avait été quand son alliance brillait encore à son doigt. Ce fut alors, en feuilletant l'un des plus anciens journaux de Thomas, à la recherche de notes sur la cueillette de début de printemps, qu'un document glissa entre les pages. Un papier jauni, presque oublié du monde, qui avait sommeillé là pendant 5 ans. Elle le déplia sous la lumière chaude de la lampe. Les mots légaux, écrits en encre délavée, attirèrent immédiatement son attention. Cession et transfert des droits miniers. Elle lut à voix haute, sans même s'en rendre compte. Hope, réveillée par le changement de ton, releva la tête, les yeux brillants. Le document datait d'il y a 15 ans. Thomas l'avait signé à Denver, en présence de témoins officiels. Il stipulait qu'il détenait et donc elle aussi, désormais les droits miniers exclusifs sur toutes leurs propriétés de montagne. Tous les métaux précieux, terres rares et ressources extractibles enfouies sous la surface leur appartenaient légalement. Les mains de Mara tremblaient. Les limites décrites, elles dépassaient largement le simple terrain autour de la cabane. Elles englobaient près de 2000 acres de montagne. 2000 acres. Un monde entier. Un héritage qu'elle n'avait jamais soupçonné. L'étendue de leurs terres s'était toujours présentée à elle comme un paysage familier, un territoire qu'elle connaissait jusque dans ses moindres courbes. Pourtant, ce jour-là, alors qu'elle dépliait les documents trouvés dans le coffre de bois, elle comprit que sous la surface tranquille de ces montagnes sauvages se dissimulait un autre monde, un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Parmi les papiers, un rapport géologique réalisé par une société réputée de Denver détaillait la présence de vastes gisements de cuivre et de traces de métaux précieux sur l'ensemble de leurs propriétés. Assise dans le vieux fauteuil de Thomas, Mara sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. À prix de marché, cette richesse minérale représentait des centaines de milliers de dollars, peut-être davantage selon les fluctuations du secteur. Elle resta longtemps immobile, le regard fixé sur la signature familière de Thomas au bas du titre de propriété. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça » murmura-t-elle à son souvenir, comme si son mari disparu pouvait encore lui répondre. La réponse, pourtant, était là. Derrière l'étude géologique, soigneusement repliée,
se trouvait une lettre jamais envoyée, écrite de la main même de Thomas. L'encre légèrement pâlie révélait une écriture qu'elle connaissait presque aussi bien que la sienne. La lettre était datée de quelques semaines avant que la maladie n'emporte son mari. Elle l'ouvrit avec précaution, sentant déjà son cœur se serrer. Ma très chère Mara. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti et que tu as découvert le secret que j'ai porté seul pour préserver notre paix. La compagnie minière m'a harcelé pendant des mois, me proposant des sommes qui auraient pu nous rendre riches au-delà du raisonnable. Mara sentit sa gorge se nouer. Elle poursuivit, sa voix tremblant à mesure que les mots de son mari disparu prenaient vie dans la pénombre de la cabine. Tu es tombée amoureuse de cette montagne pour sa beauté brute, pour la solitude qu'elle t'offrait, pour la liberté de vivre selon ton propre rythme. Je craignais que la connaissance de la richesse enfouie sous nos pieds ne transforme notre regard sur cet endroit, qu'elle n'altère la simplicité précieuse que nous avions bâtie. Mais ce n'était pas seulement par souci de préserver leur vie tranquille que Thomas avait choisi de taire la vérité. Plus loin dans la lettre, ces mots se faisaient plus graves, plus lourds. Il racontait comment Apex Extraction Corporation, un géant de l'exploitation minière, était devenu de plus en plus insistant. Ses représentants revenaient sans cesse, chaque fois avec des offres plus séduisantes, mais aussi avec une discrète menace, si Thomas refusait, il trouverait d'autres moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Il avait senti la pression monter, la détermination implacable de l'entreprise prête à défigurer la montagne sans scrupule. J'ai porté cette charge seul, par amour pour toi, poursuivait-il. Mais après ma mort, ils viendront à toi. Ce choix t'appartiendra, à toi seul. Sache seulement que j'ai confiance en ta sagesse pour décider ce qui est juste pour la terre que nous avons tant aimée. Mara dut s'arrêter pour essuyer ses yeux. La dernière partie de la lettre vibrait d'une douceur presque insoutenable. Si un jour tu te retrouves dans le besoin, ce document assurera ton avenir. Mais si tu arrives à trouver le bonheur dans notre simple vie de montagne, souviens-toi que les trésors les plus précieux sont invisibles à ceux qui ne cherchent que le profit. Elle reposa la lettre, les doigts tremblants. Autour d'elle, la cabine semblait soudain chargée d'une nouvelle lumière, comme si les mots de Thomas avaient réveillé quelque chose dans les murs de Rondin, quelque chose d'intime, de sacré. Jake, son fidèle compagnon, se tenait près de la fenêtre, observant la neige épaisse qui enveloppait la montagne d'un silence tendre. Son rétablissement avait été lent mais complet, et il portait désormais dans son regard une sérénité qui contrastait profondément avec la souffrance et l'épuisement dans lesquels elle l'avait trouvé. Penny, couchée près du feu, somnolait doucement tandis que Hope, insatiable de curiosité, explorait les recoins de la cabine en trottinant. C'était cela, comprit-elle, la vraie richesse. Non pas le cuivre dormant sous des couches de roches millénaires, mais cette vie qu'ils avaient construite ensemble, ces êtres qu'elle avait sauvés, cette petite communauté née au cœur de l'hiver le plus rude qu'elle ait jamais affronté. Cependant, la réalité matérielle revenait frapper à sa porte avec insistance. Les réserves soigneusement rationnées touchaient à leur fin. Si elle avait réussi à tenir jusqu'ici grâce aux fleurs d'écorce de tremble, ce complément improvisé ne pouvait suffire à nourrir 4 bouches encore longtemps. Le printemps n'était pas attendu avant plusieurs semaines. Les droits miniers promettaient une solution simple et immédiate. Avec cet argent, elle pourrait acheter des provisions pour plusieurs années, renforcer la cabine, offrir aux animaux les soins vétérinaires qu'ils méritaient, sans la moindre improvisation désespérée comme lors de la maladie de Jake. Elle pourrait même réaliser ce rêve qui avait germé durant les longues nuits d'hiver, transformer ce lieu en sanctuaire pour animaux, un refuge où d'autres créatures abandonnées pourraient retrouver leur dignité. Mais à quel prix? Si elle vendait, la montagne serait bientôt déchirée par des machines gigantesques, les forêts entaillées pour tracer des routes, et le chant du vent remplacé par celui, inlassable et froid, des engins industriels. La paix qu'elle avait retrouvée ici serait brisée. Hope s'approcha d'elle, ses petits sabots frappant doucement le plancher. Il posa son museau contre sa main, cherchant comme toujours sa caresse. Dans ses yeux sombres brillait une confiance absolue, une innocence lumineuse. « Et toi, mon petit, que ferais-tu » murmura-t-elle. « Échangerais-tu ta montagne contre la sécurité » Hope répondit en posant sa tête contre son genou, exprimant en un geste simple une vérité que les mots ne pouvaient contenir, il n'avait jamais rien demandé d'autre que l'amour, la protection et la liberté de vivre en harmonie avec le monde autour de lui. Jake la rejoignit bientôt, comme attiré par la gravité de son hésitation. Lui qui n'avait été autrefois qu'une bête résignée à son sort avait retrouvé une vie, une identité, une dignité ici, sur cette montagne. Aucun chèque, aucune promesse d'argent ne pouvait mesurer ce renouveau. Même Penny, qui avait porté son petit dans des conditions qui auraient effrayé bien des éleveurs expérimentés,
avait trouvé sa paix ici. Elle avait traversé chaque épreuve avec une force naturelle, guidée par l'instinct que nulle technologie n'aurait pu remplacer. Mara observa une fois encore le titre de propriété et le rapport géologique. Le papier paraissait soudain plus lourd qu'un simple document, il contenait le pouvoir de détruire ou de préserver tout ce qu'elle avait bâti. Thomas avait choisi de garder le secret pour la protéger. Désormais, c'était à elle de choisir pour honorer non seulement sa mémoire, mais la vie elle-même. Dehors, le vent portait un parfum subtil de changement. Un souffle plus doux parmi les bourrasques, la promesse ténue d'un printemps encore lointain mais en marche. Les sentiers se rouvriraient tôt ou tard. Et alors, la compagnie minière reviendrait, armée de prévisions financières séduisantes, déterminée à l'attirer dans leur jeu. Mais au cœur de la cabine éclairée par la lueur chaude d'une lampe à huile, entourée du souffle apaisé des animaux qui avaient transformé son monde, Mara comprit qu'elle connaissait déjà la réponse. Le titre de propriété lui révélait l'existence d'un trésor enfoui. Mais la véritable richesse se trouvait devant elle, respirait autour d'elle, marchait sur ses planches rugueuses. Aucun montant, si élevé soit-il, ne pourrait remplacer la transformation qu'elle avait vécue. Grâce à 2 âmes condamnées qu'elle avait refusé d'abandonner, elle avait retrouvé sa propre humanité, sa force, son espoir. Thomas lui avait demandé de choisir ce qui serait le mieux pour la terre qu'ils avaient aimée ensemble. Et au fond d'elle-même, elle savait déjà ce que cette montagne méritait. Au moment où elle replia doucement le document avant de le glisser dans le journal de Thomas, Mara comprit enfin que son dilemme n'avait jamais opposé richesse et simplicité. La véritable question était ailleurs, entre la peur et la foi, entre cette illusion de sécurité que promettait l'argent et la vraie sécurité, celle qui jaillissait d'une vie vécue en harmonie avec la montagne et les êtres qui l'habitaient. Les droits miniers resteraient en sa possession, comme un filet de secours pour des circonstances réellement désespérées. Mais pour l'heure, elle savait que le plus grand trésor ne dormait pas sous la roche millénaire. Il se trouvait là, dans les murs modestes de leur petite cabane, dans la chaleur silencieuse d'un amour reçu et donné sans compter, un amour qui valait infiniment plus que le cuivre ou l'or enfoui au cœur de la montagne. Sur la table de la cuisine reposait encore la dernière lettre de Thomas, celle qu'il avait écrite mais jamais envoyée. Le premier rayon de l'aube l'illuminait, comme si les mots eux-mêmes cherchaient à se frayer un chemin jusqu'à son cœur. Mara l'avait lu des dizaines de fois depuis la découverte de l'acte de propriété, mais ce matin-là, les phrases portaient une intensité nouvelle, presque une urgence. « Souviens-toi que j'ai épousé une femme dont le cœur était assez grand pour aimer les oublier, les rejeter », écrivait Thomas d'une écriture à la fois ferme et tendre. Si cette découverte te permet d'étendre cet amour à d'autres créatures qui ont besoin d'un refuge, alors peut-être que mon secret servira à ceux qui comptent vraiment. Ces mots résonnaient en elle comme une bénédiction. Le dégel avait commencé pour de bon et l'air de la montagne vibrait du murmure des eaux libérées, portant la promesse d'un renouveau imminent. La neige enveloppait encore le terrain autour de la cabane, mais déjà la poigne glacée de l'hiver se relâchait un peu plus chaque jour. Bientôt, le sentier menant à Cedar Ridge redeviendrait praticable, ramenant avec lui le tumulte du monde extérieur, ses attentes et ses jugements. Hope, quant à lui, avait grandi à vue d'œil durant ces mois d'isolement. Son corps maladroit, encore marqué par les proportions un peu longues de l'enfance, commençait à se transformer en la carrure solide d'un jeune âne plein de vigueur. Chaque fois que la neige fondait et révélait une nouvelle parcelle de sol qu'il n'avait encore jamais vue sans son manteau hivernal, Hope s'y aventurait avec un enthousiasme presque contagieux. Il apprenait vite, comprenait vite, répondait à son nom comme s'il y trouvait une joie personnelle. Plus étonnant encore, il semblait percevoir ses humeurs, capter son état intérieur avec une sensibilité presque humaine. « Tu seras exceptionnel », lui murmura Mara alors qu'il examinait un bouquet des premières fleurs sauvages qui perçaient la neige. « Je le sens jusque dans mes os. » Jake, lui aussi, avait changé. Non seulement il avait totalement récupéré de la maladie qui avait failli l'emporter pendant l'hiver, mais il semblait animé d'une énergie nouvelle, comme s'il avait reçu un second souffle. Le vieux âne doux et patient était devenu le mentor de Hope, son guide à travers les pentes accidentées de la montagne. Avec une sagesse tranquille, il lui montrait comment éviter les terrains traîtres, comment écouter la voix de Mara, comment lire la forêt et le vent. Il y avait désormais dans sa démarche une dignité presque royale, un sens profond de sa propre valeur. Il n'était plus seulement un animal de bâtiment, il était un pilier de cette famille improbable. Penny, de son côté, avait fleuri dans son rôle de mère. Ses instincts protecteurs n'étaient ni nerveux ni oppressants, elle veillait avec une vigilance douce, laissant à Hope la liberté d'explorer tout en anticipant les dangers avant qu'ils n'apparaissent. Tous trois, chacun à sa manière, avaient tissé des liens indestructibles, une famille aussi solide et vraie que n'importe quelle famille humaine que Mara avait connue.
À mesure que les préparatifs pour descendre jusqu'à Cedar Ridge avançaient, elle sentait peser sur elle le poids des décisions à venir. Ce voyage ne concernait pas seulement son avenir, mais aussi celui de ses compagnons à quatre pattes. Dans la vieille sacoche de cuir de Thomas, elle avait rangé les droits miniers, les rapports géologiques et tous les documents prouvant la valeur insoupçonnée de sa terre. Mais ces papiers n'étaient pas les plus importants. Ce qui importait vraiment, c'étaient les plans qu'elle avait élaborés soir après soir, alors que les animaux dormaient paisiblement autour du feu. Inspirée par la lettre de Thomas, elle avait imaginé un refuge, un vrai sanctuaire pour les bêtes rejetées, abandonnées, maltraitées, celles dont personne ne voulait plus. Ainsi était née, d'abord dans son cœur puis sur le papier, l'idée du sanctuaire animalier mémorial Thomas Henderson, un lieu où les animaux pourraient vivre en paix, protégés, respectés, aimés. Un refuge construit sur une partie soigneusement choisie de leur domaine, sans jamais abîmer les zones les plus sauvages et les plus pures de la montagne. Les droits miniers pourraient financer l'ensemble du projet, des abris solides, un cabinet vétérinaire entièrement équipé, un logement pour le personnel qui viendrait l'aider à gérer une opération d'une telle ampleur. Pour cela, elle devrait négocier avec Apex Extraction Corporation. Le principe était simple, même si la mise en œuvre serait complexe, autoriser une exploitation minière très limitée, strictement encadrée, en échange de redevances suffisantes pour financer le sanctuaire à long terme. L'entreprise obtiendrait les métaux qu'elle convoitait, mais sous des règles strictes protégeant la beauté et l'intégrité de la montagne. C'est un bon plan, dit-elle à Jake en brossant son poil épais, débarrassant son souplage des restes de l'hiver. Thomas approuverait. J'en suis certaine. La descente vers Cedar Ridge exigerait cependant une organisation minutieuse. Jake et Penny étaient désormais suffisamment forts pour le voyage, et Hope trépignait d'excitation à l'idée de découvrir le monde au-delà de la clairière. Mais voyager avec 3 animaux sur des sentiers encore glissants, boueux et parfois instables nécessiterait tout le savoir-faire que Mara avait accumulé au fil des années passées en montagne. Elle prépara des provisions pour plusieurs jours, redoutant des imprévus. Les aspects techniques et juridiques de la négociation dépassaient largement son expérience, mais elle avait obtenu l'aide d'un avocat recommandé par le docteur Martinez, qui restait en lien avec l'ancien réseau professionnel de Thomas à Denver. Ce qui la préoccupait davantage, c'était le choc émotionnel de retourner parmi les humains après un hiver entier passé seul avec ses animaux. Elle n'était plus la même. L'isolement, la responsabilité, les défis de l'hiver l'avaient changée. Elle était devenue plus forte, plus affirmée, plus prête que jamais à défendre ce qui lui tenait à cœur. Nous avons tous changé, n'est-ce pas, confia-t-elle à Hope alors qu'il inspectait la structure du cadre de bâtiment qu'elle ajustait pour le voyage. Tu vas rencontrer des gens pour la première fois. J'ai hâte de voir ce que tu penseras d'eux. Le jeune anon répondit en enfouissant doucement son museau contre son épaule, un geste devenu sa façon préférée d'exprimer son attachement. Sa confiance était incroyable, née dans l'incertitude mais élevée dans la tendresse et la stabilité, il avançait vers l'inconnu avec curiosité plutôt que crainte. Leur dernière soirée dans la cabane prit une dimension presque sacrée. Mara prépara le repas comme elle l'avait fait des centaines de fois durant l'hiver, mais tout semblait chargé d'émotion, la lumière des lampes dansant sur les murs familiers, le crépitement du feu, la présence silencieuse mais chaleureuse de ses 3 compagnons. Avant de se coucher, elle lut à voix haute quelques passages des journaux de Thomas, des notes sur la météo printanière, sur les changements de la faune, sur les signes subtils que la montagne offrait à ceux qui savaient regarder. C'était une manière de l'emmener avec eux, de lui permettre de guider encore leur chemin, même à travers les pages jaunies de son écriture. Et lorsque la nuit tomba, Mara sut une chose avec certitude, leur vie allait changer, mais cette fois, elle n'avait aucune intention de tourner le dos à ce que son cœur savait juste. La montagne leur avait offert une nouvelle famille, une nouvelle mission, et un futur qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Demain, ils quitteraient la cabane. Mais ce soir-là, enveloppés dans la lumière douce du feu et le parfum du bois chauffé, ils étaient chez eux ici, ensemble, exactement là où leur chemin devait les mener. La lumière du feu vacillait doucement dans la pénombre de la cabine, projetant sur les murs de bois les ombres familières qui avaient été leur compagnie tout au long du rude hiver. Jake et Penny, désormais sensibles à chaque nuance de la voix de Mara, l'observaient avec cette attention silencieuse que seuls les animaux qui ont connu le froid, la faim et la survie savent offrir. Hope, levée près du foyer, dormait d'un sommeil paisible, son flanc montant et descendant avec une régularité apaisante. Ce foyer avait été leur refuge, leur cocon fragile, la preuve que même au cœur de l'hiver le plus impitoyable, la chaleur pouvait encore exister. Demain, nous retournons au monde, murmura Mara, comme si elle craignait de troubler la paix du soir. Mais nous y retournerons ensemble, et nous y retournerons avec un but.
Peu importe ce qui nous attend là-bas, nous reviendrons ici, chez nous, comme une famille. Sur la table, à côté de la photographie de Thomas, reposait le titre minier, symbole silencieux mais lourd de conséquences. Deux objets si différents, et pourtant intimement liés à l'homme qu'elle avait aimé. L'un représentait la sécurité matérielle, les possibilités, l'avenir. L'autre était la trace vivante de leur complicité, de leur amour, de cette vision commune qui continuait de guider Mara même après la mort de Thomas. Ensemble, ces deux reliques formaient une sorte de boussole intime, une direction que seul son cœur pouvait comprendre. Dehors, la montagne parlait dans la langue des nuits anciennes, le ululement profond des chouettes, le lointain appel d'un coyote, le souffle constant du vent qui glissait entre les branches des pins. Ces sons étaient devenus pour elle une seconde respiration, une musique discrète et immuable qui rythmait désormais sa vie. Mais ce soir, un son nouveau s'invitait parmi eux, le ruissellement du dégel. Le craquement discret de la neige qui se relâche, la goutte d'eau tombant des avant-toits, l'air qui change de densité. Le printemps approchait, annonçant un monde transformé. Le changement viendrait qu'elle s'en sente prête ou non. Mais elle ne serait pas seule pour l'affronter. Elle éteignit les braises du foyer, s'installa près de ses compagnons animaux, écouta leur respiration tranquille. Une paix profonde rare, précieuse, presque sacrée descendit en elle. Demain apporterait son lot de décisions, peut-être lourdes, peut-être irréversibles. Mais ce soir, ils étaient ensemble, soudés par quelque chose qui dépassait les contrats et les valeurs du marché, un lien indestructible, tissé de survie, de confiance et d'amour silencieux. Le petit crucifix en bois qu'elle portait au cou se posa contre sa poitrine. Il n'était plus un poids de douleur, mais un signe de foi retrouvé. Thomas n'avait pas laissé derrière lui une fortune à exploiter, mais quelque chose de plus immense, le courage qu'elle avait puisé en elle, la compassion qu'elle avait choisi de faire grandir, la certitude que le monde pouvait être meilleur si elle osait le façonner ainsi. La dernière chose qu'elle entendit avant de sombrer dans le sommeil fut le léger ronflement de un son tendre, innocent, la preuve vivante d'une existence préservée. Et demain, elle utiliserait cette richesse cachée, non pour elle, mais pour offrir à d'autres créatures la sécurité et la dignité que Thomas aurait voulu pour elle. Le lendemain, la salle de conférence de l'hôtel de Cedar Ridge semblait presque irréelle après les mois passés dans la rudesse de la montagne. Le bois sombre, l'odeur épaisse de cigares et de cuir, les regards calculés des représentants d'Apex Extraction tout tranchaient avec la simplicité de la cabine. La table était recouverte de papiers, dont le contrat minier, étalé comme une carte montrant des avenirs concurrents. Jake, Penny et Hope attendaient dans l'écurie, confiés aux soins attentifs du jeune Timothy Bradley. Leur avenir dépendait des mots que Mara prononcerait dans cette pièce saturée d'ambition. Madame Henderson, commença James Morrison, le négociateur principal, nous vous présentons une offre exceptionnelle. 200 000 $ pour l'intégralité des droits miniers, plus 5% de royalties. De quoi vous assurer une sécurité financière pour le reste de votre vie. Une somme immense, oui. Une proposition qu'elle aurait peut-être acceptée autrefois, avant l'hiver qui avait tout changé, surtout elle. Ce matin-là, elle avait marché dans les rues de Cedar Ridge avec un regard neuf. Derrière le magasin général, elle avait vu un enclos d'animaux condamnés, des chevaux vieillissants, des bovins jugés inutiles, même un petit groupe de moutons dont personne ne voulait plus de la laine. Elle avait compris alors qu'elle possédait quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la possibilité d'offrir une seconde chance, comme elle l'avait fait pour Jake et Penny. « J'apprécie votre offre, monsieur Morrison, répondit-elle calmement. Mais j'ai une contre-proposition. Une proposition qui, je crois, servira durablement les intérêts des deux parties. » Un silence étonné s'abattit sur la pièce. Il ne s'attendait certainement pas à ce que cette veuve de montagne ose négocier avec une corporation aussi puissante qu'Apex. Ils avaient sous-estimé sa ténacité, tout comme les habitants du village avaient autrefois sous-estimé son achat des 2 ânes. Elle déroula la carte qu'elle avait préparée avec minutie. Je suis prête à accorder des droits miniers limités à certaines zones de ma propriété. Ces sections correspondent aux gisements les plus riches identifiés par vos propres études. Cependant, elles ne représentent qu'une fraction à moins de 20% de mes terres. Les ingénieurs se penchèrent pour examiner les limites qu'elle proposait. Mara avait étudié leur rapport au cours des longues soirées d'hiver, décryptant les relevés géologiques comme Thomas l'aurait fait. Elle avait choisi avec précision, ménageant ce qu'elle souhaitait préserver. En échange, continua-t-elle, je demande 15% de royalties, une limite d'exploitation fixée à 20 ans, ainsi que des garanties environnementales strictes pour les 80% restants. De plus,
Apex financera la construction d'installations destinées aux sanctuaires pour animaux, sur les zones protégées. Un souffle d'incrédulité parcourut les visages. Morrison fronça les sourcils. Madame Henderson, je ne suis pas certain que vous mesuriez les implications de ce que vous demandez. 15% de royalties et un financement d'infrastructures réduiraient considérablement la rentabilité du projet. Je comprends parfaitement, répondit-elle. Elle pensa à Hope, à son souffle léger, à Jake qui guérissait contre toutes attentes, à Penny qui attendait son petit. La question est, Apex mesure-t-elle la valeur de ce que j'offre? Elle avait passé l'hiver à lire les lettres de Thomas, à se faire expliquer par le docteur Martinez les clauses juridiques, à observer la montagne comme un être vivant. Elle avait appris la prudence, la persévérance. Des armes puissantes, y compris dans une salle de conférence où l'argent dictait habituellement les lois. Si vous refusez, il vous restera des mois, peut-être des années de conflits juridiques avec les autres propriétaires des Rocheuses, ajouta-t-elle calmement. De plus en plus de communes, de groupes environnementaux et de familles s'opposent à vos méthodes d'exploitation. Moi, je vous propose un partenariat exemplaire. Un modèle de développement responsable que vous pourrez mettre en avant pour obtenir le soutien que vous n'avez plus ailleurs. Elle n'exagérait pas, ses recherches révélaient une hostilité grandissante contre Apex. Son projet pouvait devenir pour eux une vitrine, la preuve qu'il pouvait travailler de manière éthique. Les représentants d'Apex échangèrent des regards lourds de sous-entendus. Finalement, Morrison demanda une pause pour consulter ses supérieurs par télégraphe. Lorsque la salle se vida, le silence sembla soudain immense. Par la fenêtre, au loin, Mara aperçut la ligne grise du sentier qui serpentait vers la montagne vers la maison. 3 êtres y attendaient, confiants, sûrs que Mara choisirait le bien, comme elle l'avait toujours fait. Le docteur Martinez entra à ce moment-là, un dossier sous le bras. Vous demandez des conditions qui feraient de cet accord l'un des plus restrictifs du Colorado, dit-il doucement. Ils peuvent très bien tout refuser. Mara hocha la tête, le cœur calme. Alors, nous trouverons une autre voie. Car elle savait maintenant que les richesses qu'elle possédait n'étaient pas dans le sol de sa montagne, mais dans la force qu'elle avait acquise en traversant l'hiver. Dans la vie qu'elle avait sauvée. Dans la paix qu'elle voulait offrir à d'autres. Et rien, pas même l'argent d'une grande corporation, ne pourrait la détourner de cette mission. Mara observait les représentants d'Apex revenir vers la table de négociation. Elle avait passé la matinée à défendre chaque clause comme si l'avenir même de sa montagne en dépendait, car c'était exactement le cas. Lorsqu'ils reprirent place, le directeur Morrison afficha ce genre de neutralité calculée que l'on adopte quand on veut paraître confiant tout en sachant que l'autre partie détient l'avantage moral. Madame Henderson, déclara-t-il enfin, nous sommes prêts à accepter 12% de redevance et une période d'extraction de 25 ans. Les mesures de protection environnementale et le financement du sanctuaire peuvent être approuvés, tant que les coûts ne dépassent pas $50 000. Ce n'était pas l'accord parfait, ni tout ce qu'elle avait demandé. Mais c'était suffisant. 12% des futurs revenus du cuivre représenteraient un revenu annuel conséquent, une sécurité durable permettant au sanctuaire de fonctionner sans s'endetter. Et $50 000 seraient amplement suffisants pour bâtir les premières infrastructures nécessaires à l'accueil des animaux abandonnés. Surtout, les garanties environnementales préserveraient l'intégrité du flanc de montagne qu'elle avait juré de protéger. Elle pensa à Thomas, à ce que cet homme, si respectueux de la vie sous toutes ses formes, aurait voulu. L'accord qu'elle tenait enfin entre ses mains donnait le sentiment d'honorer sa mémoire, tout en construisant quelque chose de nouveau. Alors nous avons un accord, répondit Mara, en tendant la main vers Morrison. Il serra sa paume avec le sourire satisfait de quelqu'un qui pensait conclure une bonne affaire. Pour Mara, l'importance du moment n'était pas financière, elle venait d'assurer la protection de son foyer et l'avenir d'êtres vivants qui n'avaient personne d'autre. Quand pourrons-nous commencer la construction des installations du sanctuaire, demanda-t-elle avec calme. Et tandis qu'elle échangeait les dernières politesses avec les dirigeants miniers, son esprit retourna vers l'image du petit porte-monnaie vide qui avait tout déclenché. Sans hésiter, elle l'avait vidé pour sauver 2 créatures que la plupart voyaient comme de simples bêtes de somme en fin de vie. Cet acte de compassion spontanée l'avait conduite ici, face à des hommes en costume, signant un contrat qui changerait la vie non seulement de Jake et Penny, mais de tous ceux qui viendraient après eux. Les semaines suivantes, la vie prit un rythme nouveau, presque solennel. Chaque clause du contrat devint un chantier, chaque chantier une promesse. Quand le sanctuaire commença à prendre forme, Mara décida de fabriquer elle-même son enseigne, un geste symbolique qui lui semblait indispensable. Elle choisit une planche de pin ancien, séchée pendant des décennies dans la grange, que Thomas lui-même avait utilisée autrefois pour ses travaux de menuiserie.
Elle traça les lettres avec une précision presque religieuse, Sanctuaire animalier mémorial Thomas Henderson. En dessous, plus discret, fondé en 1887, un lieu de refuge et de renouveau. Sous ses doigts, le bois dégageait une chaleur douce, imprégnée du parfum des forêts de montagne et du murmure des années passées. Chaque coup de ciseau était un adieu et un recommencement. Elle sentit Thomas près d'elle, non comme un souvenir douloureux, mais comme une présence apaisante qui guidait sa main. Jake, le vieux baudet qu'elle avait cru un jour perdre, se tenait à proximité, l'observant comme il observait tout ce qu'elle entreprenait, avec une patience profonde, presque sage. Sa transformation était complète. De bête malade et abandonnée, il était devenu une figure presque légendaire pour les habitants de Cedar Ridge. Son histoire de survie, renforcée par la naissance d'Hope, avait touché bien des cœurs dans une communauté elle-même souvent meurtrie par les aléas de la vie. « Tu es une célébrité, tu sais », lui dit-elle en ponçant les lettres, le bois tombant en fin copeaux dorés. « On t'appelle l'âne miracle. » Penny arriva du pâturage, Hope trottant joyeusement devant elle. La jeune mère marchait désormais avec l'assurance de celles qui connaissent leur valeur, et Hope était devenu le véritable ambassadeur du sanctuaire. Il accueillait chaque visiteur avec une joie si sincère que même les plus sceptiques finissaient par sourire. Des travaux surgissaient partout sur la propriété, un vrai bâtiment d'accueil pour les animaux malades ou blessés, un petit local médical équipé des dernières fournitures vétérinaires, des logements simples mais confortables pour les futurs bénévoles. Sous le soleil de printemps puis de début d'été, la terre semblait elle-même se réveiller en même temps que le projet prenait forme. Et déjà, le sanctuaire remplissait sa mission. 3 vieux chevaux trop âgés pour travailler mais assez robustes pour profiter d'une retraite méritée broutaient paisiblement dans la pâture supérieure. Un petit troupeau de moutons, sauvé de l'abattoir après l'effondrement des prix de la laine, s'était installé avec une harmonie inattendue. Hope, dans un élan d'importance personnelle, s'était autoproclamé leur protecteur officiel, les surveillant avec un sérieux comique. Un après-midi, Sarah Collins apparut au bout du sentier, tenant 2 mules âgées par les brides. « J'ai apporté Samson et Delilah, comme convenu, » annonça-t-elle. Les 2 bêtes étaient maigres mais vives, avec dans le regard cette fatigue particulière des animaux qui avaient trop servi et trop peu reçu. Sarah expliqua que leur propriétaire partait s'installer en ville, incapable de leur offrir ce dont ils avaient besoin. « Bienvenue chez vous », murmura Mara en posant la main sur le cou de Samson. Le vieux mulet ferma lentement les yeux, comme s'il n'avait pas senti une caresse aussi douce depuis des années. Delilah, plus méfiante, resta en arrière. Elle apprendrait, à son propre rythme, que ce lieu n'était pas comme les autres. Ici, la valeur d'un animal ne se mesurait pas à sa force de travail, mais à sa simple existence. Hope, en véritable ambassadeur, s'approcha avec son assurance naturelle, saluant les nouveaux venus avec un enthousiasme désarmant. Sa présence semblait dire « Tu peux respirer, ici tu es en sécurité ». Ce langage silencieux, aucun humain ne pouvait le reproduire. Les revenus miniers, strictement encadrés, commencèrent à arriver. Chaque versement mensuel assurait non seulement les dépenses courantes du sanctuaire, mais permettait d'améliorer encore les installations. Contre toute attente, Apex Extraction respectait scrupuleusement les engagements environnementaux, et leur volonté d'améliorer leur image se traduisait par un soutien réel et continu. Les journaux locaux parlèrent bientôt du modèle qu'Apex et Mara avaient mis en place, une exploitation minière responsable finançant directement un sanctuaire animalier. Un jour, le docteur Martinez arriva avec une pile de documents officiels, le sanctuaire venait d'obtenir le statut juridique d'organisation caritative. Il observa Hope, occupé à montrer à un groupe de moutons comment ouvrir et refermer les portillons, et une prouesse qui laissa même le vétérinaire bouche ouverte. « Vous avez créé quelque chose de remarquable, » dit-il. Le département agricole de l'État veut utiliser votre sanctuaire comme modèle pour d'autres initiatives rurales. Mara sentit une bouffée de gratitude, mais ne répondit rien. Le véritable succès, pour elle, se lisait chaque jour dans l'attitude des animaux. Jake offrait une stabilité silencieuse aux nouveaux venus. Penny étendait sa douceur maternelle à toutes les bêtes fragilisées par la vie. Quant à Hope, sa joie pure et contagieuse rendait l'air lui-même plus léger, comme si le sanctuaire tout entier respirait à travers lui. Lorsque le panneau fut terminé, Mara le plaça à l'entrée de leur terrain, juste là où le chemin de terre quittait la forêt pour s'ouvrir sur la clairière. Le soleil couchant illumina les lettres gravées, donnant au bois une lueur dorée, presque sacrée. Jake, Penny et Hope vinrent se placer près d'elle, comme s'ils comprenaient l'importance de l'instant. Devant eux, le sanctuaire s'étendait désormais comme une promesse tenue, les champs ouverts, le nouveau barn brillant encore de fraîche construction,
les animaux broutant paisiblement sous la lumière de fin de journée. Mara posa une main sur le panneau, puis regarda sa petite famille, sa première famille, celle qui avait tout déclenché. « On y est arrivé », murmura-t-elle d'une voix émue. « Votre maison est en sécurité. Et maintenant, elle est aussi la maison de tant d'autres. » Elle porta la main à la petite croix en bois qu'elle portait autour du cou. Le pendentif capta les derniers reflets du soleil, projetant une brève étincelle lumineuse. Elle se pencha ensuite pour enlacer le cou robuste de Jake. Il ferma les yeux, paisible, comme s'il savait qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir pour eux tous. Un lieu de refuge. Un lieu de renaissance. Un lieu né d'un acte de compassion et transformé par un amour plus grand que la peur. Et sur leur montagne, au cœur du crépuscule, commença une histoire destinée à durer bien plus longtemps qu'une vie humaine. Ce qui autrefois pesait sur ses épaules comme un fardeau de chagrin était devenu, avec le temps, un symbole éclatant, la preuve qu'une foi humble pouvait être récompensée et qu'un geste d'amour pouvait se multiplier au-delà de tout ce que Mara aurait pu imaginer. Sur la table du porche du centre d'accueil du sanctuaire, le registre des visiteurs reposait entrouvert, ses pages remplies de noms, de villes et de notes chaleureuses. Tous avaient fait le déplacement jusqu'à ce versant de montagne du Colorado pour découvrir ce qu'un seul acte de compassion pouvait engendrer lorsqu'il s'enracinait dans une terre fertile de générosité. Des enfants de l'école de Cedar Ridge y avaient laissé leur signature appliquée, écrite avec la concentration sérieuse de ceux qui veulent bien faire. Ils venaient d'apprendre les rudiments des soins animaliers avec Hope, le jeune anon au cœur immense, qui semblait comprendre que son rôle ne se limitait plus à divertir, il enseignait, instruisait, transmettrait. Des ranchers avaient noté leurs observations sur les pratiques innovantes du sanctuaire en matière de bien-être animal, tandis que des familles avaient simplement écrit des remerciements pour les après-midi de paix passés en compagnie de créatures dont la sérénité semblait rayonner au-delà des clôtures. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture officielle du refuge, et si les routines du matin avaient gagné en complexité, elles avaient conservé ce caractère intime, presque familial, qui faisait que chaque animal se sentait reconnu pour ce qu'il était, un être unique. Aux premières lueurs du jour, lorsque l'aube peignait les sommets de nuances rosées et dorées, Mara traversait les installations pour saluer ceux dont les histoires avaient jadis mêlé la douleur et l'espoir. Jake, désormais proche de ses 20 ans, était devenu une sorte d'ancien respecté, un sage à 4 pattes. Sa guérison spectaculaire de cet hiver désespéré avait impressionné tant de vétérinaires que plusieurs citaient désormais son cas pour illustrer ce que des soins attentifs et constants pouvaient accomplir. Il se déplaçait dans le sanctuaire avec la dignité tranquille de ceux qui savent qu'on compte sur eux. Il accueillait les nouveaux venus avec une patience infinie, leur offrant une présence stable, essentielle à leur adaptation. « Bonjour, vieux sage », dit Mara en lui tendant une pomme cueillie sur l'arbre que Thomas avait planté derrière la cabine tant d'années auparavant. Jake, fidèle à lui-même, prit le fruit avec cette délicatesse presque cérémonielle qui le caractérisait, puis suivit Mara vers le pâturage voisin, où Penny veillait déjà sur plusieurs jeunes pensionnaires. Penny, l'ânesse qui jadis avait mis bas en plein cœur d'un hiver cruel, s'était transformée en une gardienne hors pair. Elle semblait deviner d'instinct quels nouveaux arrivants avaient besoin d'encouragement d'où et lesquels réclamaient au contraire une fermeté rassurante. Sa sensibilité maternelle s'était élargie à l'ensemble du sanctuaire, créant autour d'elle un climat de bienveillance qui accélérait la guérison autant des corps que des cœurs. Quant à Hope, il n'était plus le petit anon frêle qui avait vu le jour dans la chaleur fragile de la cabine, mais un jeune mâle robuste, proche de son premier anniversaire. Il était devenu l'ambassadeur officieux du refuge. Son intelligence vive, son énergie joyeuse, et surtout son affection sincère pour les visiteurs humains en faisaient l'animal idéal pour les programmes éducatifs. Même les plus sceptiques, ceux qui venaient avec l'idée que les animaux n'étaient que des bêtes de somme, repartaient convaincus que chaque vie animale recelait une profondeur et une dignité qui méritaient respect. « Tu vas avoir une journée chargée, mon grand », lui dit Mara alors qu'il lui montrait fièrement sa maîtrise d'ouverture de portail durant l'inspection matinale. « La famille Portland apporte les enfants pour te rencontrer, et le docteur Martinez veut parler de l'article. Le journal vétérinaire prépare un reportage sur nos protocoles médicaux. » Le sanctuaire comptait désormais 23 animaux, ânes, mules, chevaux, moutons et même quelques chèvres confiés au refuge après que leurs anciens propriétaires avaient dû admettre qu'ils n'avaient plus les moyens de s'en occuper. Chacun était arrivé porteur d'une histoire difficile et négligence, abandon, blessure ou simple malchance. Mais tous, sans exception, avaient trouvé en ce lieu plus qu'un abri, une véritable renaissance qui leur rendait santé, dignité et confiance. Grâce aux redevances minières, un centre médical avait été construit, rivalisant avec certaines cliniques vétérinaires professionnelles. Il était équipé d'outils modernes, d'instruments de diagnostic avancés et surtout,
il accueillait régulièrement des bénévoles issus des écoles vétérinaires de la région. Ces étudiants ne venaient pas seulement pour apprendre des techniques, ils découvraient la philosophie même du sanctuaire, celle qui consistait à voir chaque animal comme un individu, porteur d'une histoire et d'un droit aux soins complets, respectueux et personnalisé. Pourtant, la véritable réussite du refuge ne se mesurait ni en équipement ni en nombre de visiteurs. Elle se voyait dans le regard de ses pensionnaires. Des yeux autrefois ternes, vidés par l'épuisement ou la peur, brillaient maintenant de curiosité. Des corps amaigris s'étaient raffermis, portés par une alimentation saine, du repos et de l'exercice régulier. Et surtout, des esprits brisés avaient retrouvé le goût de la confiance, parfois même celui du jeu. Madame Henderson appela Mary Blackwood, la jeune étudiante en dernière année qui assistait Mara au quotidien. Elle tenait le rapport médical du jour. La plaie de Samson guérit parfaitement, et Delilah a encore pris 2 kilos cette semaine. Le docteur Phillips pense qu'ils seront prêts pour le grand pâturage d'ici quelques jours. Samson et Delilah, les 2 mules arrivées maigres et trébuchantes, avaient littéralement fleuri sous les soins reçus ici. Leur transformation faisait partie d'une étude menée par le département agricole de l'État sur les méthodes innovantes de réhabilitation animale. Plus tard dans la matinée, Mara se retrouva devant le registre des visiteurs. Elle parcourut les messages laissés par ceux qui avaient été touchés par leur passage au sanctuaire. Un rancher du Wyoming avait écrit « Jamais vu des animaux aussi tranquilles. Je vais appliquer certaines de vos pratiques chez moi. » Un professeur de Denver notait « Mes élèves ont appris plus sur la compassion en une après-midi ici qu'en des semaines de cours théoriques. » Mais les mots qui la bouleversaient le plus étaient souvent les plus simples. Un enfant avait soigneusement tracé « Hope m'a rendu heureux quand j'étais triste pour mon chien qui est mort. » Un homme âgé avait confié « J'ai perdu ma ferme l'an dernier. » Voir ces animaux renaître me redonne l'espoir que les nouveaux départs existent à tout âge. La petite croix en bois que Mara portait autour du cou attrapa la lumière du soleil lorsque, émue, elle referma le registre. La cabine, jadis modeste logis solitaire, s'était agrandie pour accueillir le personnel, les étudiants, et les chercheurs de passage. La croix, autrefois symbole d'une douleur intime, représentait désormais la continuité, la présence discrète, mais constante, de l'amour et de la sagesse de Thomas dans chacune des avancées du sanctuaire. Hope accourut pour marcher à ses côtés, bondissant avec l'enthousiasme intact d'un jeune animal qui découvre encore la vie. Il avait conservé cette curiosité lumineuse et cette joie pure qui avaient marqué ses premiers pas hésitants, mais il les mettait désormais au service de ceux qui arrivaient blessés, apeurés ou perdus. Quand le soir descendit sur la montagne, Mara s'installa sur le grand porche, désormais agrandi, et se laissa envelopper par les sons familiers du refuge. Le souffle apaisé de Jake dans le pâturage. Le murmure rassurant de Penny qui vérifiait une dernière fois ses protégés. Le froissement doux des moutons dans l'herbe. Tout formait une symphonie de paix qui témoignait du chemin parcouru. Sur la cheminée, à l'intérieur de la cabine, reposait la petite bourse vide, celle qu'elle avait jadis sacrifiée pour sauver 2 ânes condamnés. Elle n'était plus le symbole d'une perte, mais celui d'une foi récompensée bien au-delà de toute attente raisonnable. Elle représentait la vérité la plus profonde de cette aventure, les investissements les plus précieux se font rarement à partir de calculs, mais plutôt depuis un cœur ouvert, prêt à choisir l'amour même lorsque l'issue demeure incertaine. D'autres noms viendraient bientôt remplir les pages du registre. D'autres visiteurs trouveraient sur cette montagne des raisons d'espérer, de réfléchir, de s'émouvoir. Et peut-être même de changer. Mais ce soir-là, tandis que les montagnes s'endormaient dans le rythme tranquille d'une journée accomplie, Mara Henderson savourait une simple vérité, la richesse la plus authentique ne se mesurait ni en dollars ni en minerais enfouis. Elle s'exprimait dans une monnaie infiniment plus rare, celle de l'amour offert sans compter, et reçu avec gratitude.